France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Ça s'appelle le LGF, c'est d'authenticité, messieurs dames, à l'état pur, au quotidien de 16h à 18h et en ce mercredi. Programme de ouf aujourd'hui avec monsieur Hicham Terrak. Comment il va, monsieur? Bonjour, comment ça va? Impeccable, Hicham. Ça fait plaisir. Ah, ça fait zizir, comme on dit chez nous. Exactement. Jusqu'à 18h, programme de malade. Alors, mon cher ami Hicham, d'abord ton programme. De quoi vas-tu nous parler dans ton avis tranché? Doit-on, je vais essayer de philosopher autour d'un sujet qui pour moi est vital. Doit-on se déconnecter? Doit-on se déconnecter des réseaux sociaux? Exactement, même Ouais. du téléphone en lui-même. Ah, d'accord. Bah tu me connais aussi, je suis une grande entourloupe dans le sens où je te j'aime bien lâche parce que ça vient de la part d'un mec qui est tout le temps collé à son téléphone. Exactement, et puis quand tu vas écouter la vie après tu vas rigoler, tu vas me dire attends, t'as philosophé pour rien un peu là. Nadir Kaya sera aussi de la partie, ainsi que la belle et ravissante Fatima Wassak qui sera aussi parmi nous. Elle va nous parler d'ailleurs du dernier documentaire ou film plutôt de Nadir Dandoun dans son avis tranché, et un coup de cœur dont je vous réserve la surprise. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, t'en as un? Moi? Oui, J'en toi ai toujours, j'en ai Vas-y. plein même. Vas-y. La première, mon premier coup de cœur, c'est une humoriste que les gens connaissent, il me semble, qui s'appelle Samia Orosman. Ouais. Alors j'aime Voilà. bien, il faudrait dire à Christophe Ondelat que c'est Samia Orosman et non pas Samia Oroseman. Ah bah écoute, Ah. faudra le dire exactement. Ouais. Je te laisse tweeter Voilà. ça. Christophe, hein, Voilà, exactement. reprends-toi. En tout cas, elle sera avec nous et effectivement, elle est notre invitée. Donc tout à l'heure, elle a sorti un livre d'ailleurs, Femme de couleur, Tout à fait. aux éditions First. C'est raconte un petit peu sa vie, hein, en l'occurrence, sa carrière tumultueuse, on peut le dire. Exactement. Mais elle le raconte aussi sur scène et c'est Oui, juste absolument. magnifique. Ouais, J'ai ouais. pleuré de rire, mais vraiment. Bah, Samia Orosman, c'est une amie de la radio, de la maison. Elle Exactement. a officié sur France Maghreb 2 pendant de nombreuses années. Et justement, une autre amie de la maison, elle en fait même partie. Elle fait partie des meubles, Madame Inda Jiridi, qui sera avec nous dans quelques instants pour elle aussi nous parler d'un livre. Et là, on va commencer à se préparer psychologiquement au Ramadan. Oui, on est le 21 mars, vous allez me dire il est complètement fou. Eh ben non, c'est dans 2 mois. Et vous savez, comme le temps passe très vite, eh bien on y est presque. Et du coup, eh bien le titre du livre de Inda Jiridi, c'est pour nous aider à nous plonger dans le Ramadan avec ce titre, l'âme du Ramadan, monsieur Hicham Terrak. On va en parler tout Je à suis l'heure. super content, moi. C'est une période que j'aime énormément. Elle est un petit peu difficile. C'est vrai. Et je suis le premier à dire quand j'entends ouah ça va être chaud cette année, je dis ah non, moi c'est un kiff. Réellement, on est vraiment. Bah en fait c'est les premiers jours. Après une fois que t'es dedans, Ouais, c'est bon. c'est ça, exactement. Et puis la halila le soir, hein. Non, moi je bois, moi c'est bon. Ouais, non mais Je d'accord, bois, mais je tu mange. bois, mais tu manges aussi un peu quand même. Exactement. D'ailleurs, Tout à les fait. Marocains, vous êtes champions du monde là-dessus. Mais de quoi tu parles là? De la manière de vous alimenter. Ah Vous bon êtes oui, Ah, vous êtes bien. les meilleurs pour ce faire parce que vous ne mangez pas tout d'un coup. J'ai été, pour raconter un petit peu ma life, Ouais. chez un couple d'amis algériens. Ouais. Ils mettent tout sur la table, l'entrée, la Ouais. viande, les légumes, Et au le bout de 5 dessert, minutes, tout le monde est calé, il y a plus rien. Voilà, c'est Y a ça. plus personne. Alors que chez les Marocains, Ouais. eh bien, on commence avec la petite halera, Ouais. tranquille, on fait Ouais. une petite pause, hein, on va faire ce qu'on a à faire, tarawih, Ouais. etc. Et on remange 2-3 heures après, et on prend le petit déj. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais en fait, tranquille. tu sais que moi de mon côté, on a toujours commencé par une note sucrée, mais vraiment bien sucrée, Ouais. du miel et tout ce que tu veux, et après, bah voilà, tu laisses un peu digérer, et ensuite, bah après, on attaquait le salé, tu vois. Ben justement, on en parlera Donc, avec voilà, Inda exactement, Jiridi ouais. parce qu'elle a un peu de connaissances dans le domaine, hein, justement. Paraît-il. Ouais, ouais, ouais. Elle m'a donné sa absolument. carte, ça a l'air d'être intéressant un peu. Naturopathe. Ouais. Tu veux savoir ce que c'est qu'une Mais naturopathe? je sais déjà, mais je vais laisser Ah ouais la surprise aux auditeurs. Tu vois. Oui. Alors, soyez les bienvenus, messieurs, dames. C'est parti pour votre LGF. Nadir Kaya, Fatima Wassak, qui, visiblement a laissé sa montre de côté comme d'habitude. Oh, c'est pas possible. bien. Vilain. Allez, à tout de J'espère qu'il suite. va ramener la théière. Hein. Ah ouais, il est en retard, il a intérêt de faire le thé, hein, je te le dis. Bon, bienvenue à tous, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Jusque 18h, c'est parti pour votre LGF. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF, votre rendez-vous de fin d'après-midi 16h 18h avec un beau plateau aujourd'hui. Je dois dire, je suis ravi d'être avec Hicham Terrak et avec notre ami Nadir Kaya. Bonjour à tous. Bonjour Nadir, ça va? Oui, ça T'as va, pas ça une va. petite dédicace à passer là pour commencer l'émission? Bah aux policiers qui m'ont serré, j'ai grillé un feu. Mais Voilà. bon, c'est très sympa. Donc, comme j'avais aussi un défaut d'assurance, ils ont compté que le feu, et donc j'ai été sanctionné pour ça. Donc, je me suis excusé parce que c'est vrai que je voulais être à l'heure et voilà, ça s'est pas fait, mais bon. Bon, on les salue. T'as pris leur prénom, non? Matricule? Non, tout ça mais je leur ai dit où j'allais, donc ils m'ont dit qu'ils allaient écouter la radio. Donc, Eh ben, France on vous Maghreb salue, 2, donc, messieurs les ouais, policiers. on vous salue. Voilà. Merci En fait, à eux ils pour ont leur dit travail. quoi? Radio France Maghreb 2, mais vas-y, fonce. Ouais, fonce, vas-y. Alors, Nadir, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure?
J'ai un avis tranché un peu particulier. C'est la sortie de la France de l'Union européenne, donc le Frexit à l'époque qu'on évoquait. Donc c'est pas tout à fait au goût du jour, mais sachant que je suis dans le domaine du transport, il y a encore des sujets qui sont en lien avec ça. Donc je voudrais parler de ça. Très bien. Et tu vois, nous avons l'entrée de la ravissante Fatima Ouassak qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Comment ça va Fatima? Il y a du monde aujourd'hui, hein? Oui, je vois ça. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je suis encore en retard. Bah oui. Non, on dit. Est faite. On dit plus rien au bout d'un moment, hein, Fatima. Alors nous sommes aussi avec notre premier invité parce qu'il y en aura deux. Tout à l'heure nous aurons Samia Orozman que vous connaissez, humoriste bien sûr, à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle Femme de couleur et aux éditions First. Et puis elle est accessoirement aussi humoriste, hein, donc Hicham Terra qu'on a fait son coup de cœur et donc elle sera avec nous tout à l'heure. Et nous sommes en compagnie de notre première invitée. Elle aussi, elle a sorti un livre. C'est une fille que vous connaissez sur France Maghreb 2, puisqu'elle est tous les dimanches de 16h à 18h dans son émission Santé, Bien-être et Réussite. Hinda Djiridi. Bonjour Hinda. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà, c'est bien, tu vois. Il y a du monde ici, hein. T'es de la maison et tu connais pas tout le monde, hein, tu vois. Ben non, je connais pas tout le monde. Je te présente Fatima. Bonjour Fatima. Voilà. Hicham Terrak, avec qui déjà t'as fait connaissance. Bonjour, vous avez Hicham, changé des coordonnées, tout ça. Exactement. On plaque pas, on n'a pas le temps. Voilà. Ouais. Et Nadir Kaya, bien sûr. Bonjour Nadir. Le président de l'association Banlieue Plus. Alors Hinda, ce livre s'appelle L'âme du Ramadan. Ça tombe bien, on est le 21 mars. Vous allez me dire oui, le Ramadan c'est pas tout de suite. Non, mais ça approche à grands pas. Vous savez que ça passe très vite. Et dans à peine 2 mois, là, on sera en plein dedans, baigné dans ce que nous aimons. On attend avec beaucoup d'impatience ce mois béni, sacré qu'est le mois du Ramadan, qui est une période très particulière. Et du coup, t'en as fait un livre. Alors pourquoi avoir choisi de faire un livre sur le Ramadan, Hinda? Alors en fait, tu sais, ma question elle est un peu bateau, mais je te la pose comme ça. Comme ça, ça sera fait. Non, en fait, à la base, donc, ce livre, c'était des chroniques donc pour la radio. Et j'ai des amis qui ont lu ces chroniques et qui m'ont dit, Hinda, pourquoi tu les mets pas justement par écrit sur un livre, enfin dans un livre? Ça a donné des idées à ceux qui font des avis tranchés, ça. Bah ouais, exactement. Hein, Tu voilà. mon regard. Et je sais pas de tout le monde, de tous ceux qui font des avis tranchés dans le grand forum. Le mois prochain, il n'y a que des livres qui sortent. Voilà, mais il faut transmettre justement. C'est aussi notre devoir de transmettre. Et c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup ma maman derrière moi, énormément d'ailleurs que je salue. Comment salue qui m'a dit aussi de l'écrire. Elle m'a toujours dit j'aimerais lire ton livre avant de partir. Dieu la préserve et préserve toutes nos mamans. Et donc en fait voilà, je me suis dit pourquoi pas le mettre en livre. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et de quoi pourquoi parle-t-on? l'âme? Oui, pourquoi l'âme d'ailleurs? Oui, tiens. Alors, pourquoi l'âme du Ramadan? Parce que tu me connais, je suis quelqu'un de très subtil. J'aime la subtilité dans chaque chose. Et l'âme est très subtile. Elle est non palpable. On ne peut la toucher. Elle est invisible, mais elle représente le tout. C'est-à-dire que, en fait, dans l'âme, il y a vraiment le champ de tous les possibles. Toutes les programmations, toutes les mémoires sont dans l'âme. Et l'âme est vraiment l'essence même de la personne. Et pour moi, l'âme est très précieuse. Donc, je ne dissocie pas le corps, l'âme et l'esprit. Les trois doivent être en harmonie. Et s'il y a, par exemple, si le corps est en souffrance ou l'âme est en souffrance, eh bien, l'un d'entre eux va prendre le relais. Et l'âme est très importante parce que c'est vrai que aujourd'hui, l'islam vit des moments très difficiles, très durs. C'est l'islam ou c'est les comportements des musulmans? Oui, bien sûr. Quand je dis l'islam, elle est intacte, hein. Bien sûr, exactement. Mais quand je dis l'islam, mais bon, malheureusement, quand on entend dans les médias ou les personnes, ils parlent d'islam, ils ne parlent pas du comportement des musulmans. On parle bien de l'islam. Bien sûr que l'islam n'a pas besoin de nous, justement, pour être défendu, puisque le Coran, de toute façon, il est la parole divine. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai voulu à ma manière, humblement, parce que je ne détiens pas le savoir, mais c'est mon expérience. Et dans ce livre, c'est l'expérience de plusieurs personnes, des médecins, comme justement le docteur Alain Delabos. Il y en a plein d'autres encore. Hein. Il y a beaucoup d'études scientifiques dans ce livre, donc c'est aussi pour rendre honneur à des chercheurs scientifiques. Il y a aussi
des passages aussi de la sunna, hein, avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau du bon comportement aussi, la manière dont on doit être avec le non-musulman, ça aussi c'est important. Donc j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur notre manière, notre responsabilité, parce que être musulman, c'est une lourde responsabilité, parce que nous sommes tous des califats sur terre, nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam, et par notre comportement, notre manière d'agir avec le musulman et le non-musulman, eh bien en fait c'est l'islam qui est mis en avant. Et j'ai voulu justement, ce livre n'est pas un livre de théologie, parce que je ne fais pas de la théologie, je ne suis pas parmi les savants, mais je suis donc naturopathe. C'est un livre aussi qui met en avant les bienfaits du Ramadan. Et aussi la spiritualité, parce que je suis très spirituelle, dans le sens où je suis vraiment pour l'humanité. Oui, je te dis souvent d'ailleurs que tu viens d'un autre monde, toi. Ouais, je sais. Tu vis sur une autre planète. Je suis un bisounours, une extraterrestre, mais c'est pas grave. J'aime être une extraterrestre, parce que dans mon monde on fait pas de mal aux autres, même à celui qui nous fait du mal. Je souhaite le bien même à celui qui me fait du mal. Pourquoi? Parce que déjà d'une part, celui qui va me faire du mal, il se fait du mal à lui-même. Déjà, il me nettoie mes péchés, donc je lui dis merci encore une fois. Mais en plus de ça, c'est que pour moi, enfin c'est encore ma vision des choses, une personne qui fait du mal, une personne hypocrite, c'est une personne en souffrance. Parce qu'une personne qui va justement être dans l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour inconditionnel, l'amour divin, eh ben cette personne-là ne fera pas de mal à l'autre. Au contraire, il va être dans la bienveillance. Et ce qui est important, c'est que dans ce livre-là, par exemple, j'ai fait des chroniques sur le vivre ensemble, sur l'amour inconditionnel. Et l'amour est très importante. L'amour divin est très importante, parce que c'est le seul amour qui nous permet justement de transcender nos parties obscures en lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais aussi, encore une fois, ce livre-là, c'est aussi l'expérience de plusieurs personnes, mais c'est aussi le bon comportement à suivre pendant le Ramadan. J'ai bien mis en avant dans ce livre des chroniques sur justement le fait que pendant le Ramadan, il y a de plus en plus de personnes qui ont des pathologies métaboliques suite à la malbouffe. Excusez-moi l'expression, mais c'est une réalité. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs, en guise d'ouverture d'émission, et je saluais les Marocains. Et le contrôle de soi aussi. Et qui sont pour moi en tout cas ceux qui se nourrissent le mieux durant le mois sacré du Ramadan. Tu vas faire jaser, c'est une réalité, je suis désolé. Ouais, c'est parti, Nadir, je suis désolé, mais les Algériens ils te mettent tout sur la table et vas-y que je t'en balle tout. C'est toujours pareil, c'est pas une question de nationalité, c'est une question d'individu. Tradition, mais c'est une question de tradition. Chez les Marocains, je pense que tu dois avoir des gens qui abusent, chez les Algériens également, les Tunisiens, c'est culturel. Laisse-moi dire que les Marocains sont les meilleurs là-dessus, c'est tout. Ah, je comprends, t'as dû avoir un tagine ou une promesse de tagine. Après, je parle pas, on parle pas de la nourriture marocaine qui est excellente. C'est la meilleure du Maghreb. C'est la meilleure du Maghreb. Inda, quand t'as dit ça, elle me regarde, mais tu sais, moi, je revendique rien. Non, mais je l'avoue. Mais après, j'aime bien aussi des plats algériens, j'aime bien des plats sénégalais, j'aime bien des plats maliens, j'aime bien, voilà. Alors, en fait, justement, pour revenir Fatima, n'hésite pas, Fatima. Hein. Non, moi, je sais que la cuisine marocaine, c'est la meilleure du monde. Bah oui. Mais tout le monde le dit, hein, dans les, mais je dis très très sérieusement en plus. Oui, non mais c'est vrai. Elle est classée deuxième après la cuisine française. Hein. Oui, en plus. Non mais c'est vrai. Non mais on parlait on parlait de la Inda parle de la malbouffe pendant le Ramadan, Fatima, chez les Marocains. Tu me dis si je me trompe. On commence doucement par épisode, par étape. On mange par étapes, alors que chez certaines familles, d'autres traditions, c'est on met tout en même temps sur la table. Inda, ça dépend de quelle famille on parle. Est-ce que tu parles de familles d'origine marocaine et algérienne et tunisienne en France, ou est-ce que tu parles en France? Moi je te parle de la France. J'ai l'impression que c'est un problème là pour le coup qui traverse toutes les familles d'origine maghrébine, c'est-à-dire tu vois pendant le mois du Ramadan on achète beaucoup plus de nourriture que sur les autres mois, etc. Donc là je pense pas que ce soit ça traduise exactement ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc c'est une question est-ce qu'on suit les traditions, c'est-à-dire que voilà, c'est un mois où tu restreins la nourriture, c'est un mois où tu médites davantage, etc. Est-ce qu'on suit cette tradition et la religion, ou est-ce que c'est un mois où on consomme davantage, où on remplit les caddies à Auchan, etc., etc. Donc, et c'est-à-dire en suivant là pour le coup la société de consommation. Donc voilà, je pense pas que ce soit lié aux traditions marocaines, algériennes et tunisiennes.
même si j'étais tentée de faire un cocorico marocain, mais là pour le coup je pense que vraiment il y a un problème en France chez les familles d'origine, chez les familles musulmanes dans le sens qu'elles donnent à ce mois sacré du Ramadan. Alors qu'est-ce qu'on dit sur la malbouffe dans ton livre, ma chère Inda? On dit beaucoup de choses justement et ça peut faire peur, mais c'est un livre de poche à avoir à la maison. J'ai une personne ça c'est bien vendu, ça c'est un bel argument. J'ai une personne qui l'a acheté, qui ne faisait pas le Ramadan, ouais, et qui m'a avoué, qui m'a dit Inda, ton livre m'a donné envie de faire le Ramadan et cette année je vais faire le Ramadan. Cool. Ah ouais. Alors en fait il faut savoir que pourquoi vous rigolez? C'est très sérieux quand je dis machallah. Machallah. Je viens de gagner 10 hasanat. En fait, il faut savoir une chose. C'est que j'ai aussi des non-musulmans qui m'ont acheté le livre. Hein, oui. Donc des chrétiens. Et celle qui m'achète le plus de livres est d'origine qui est juive. Et en fait, elle a lu le livre et elle m'a dit mais c'est ça en fait l'islam, c'est ça. Je lui dis elle a acheté plein de livres et en fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a tous offerts à ses amies musulmanes. Ah ouais, mignon. Sympa, ouais. C'est voilà, ouais. Un beau geste. Et c'est beau parce qu'en fait on se dit voilà, c'est ma manière de contribuer humblement. Parce que il est important. C'est vrai que moi je parlais pas trop de religion parce que pour moi la religion est intime, c'est entre moi et Dieu. Et je suis pas quelqu'un qui met en avant. J'ai travaillé avant en pharmacie, donc pendant 16 ans j'ai travaillé en pharmacie. Je connais le proverbe, sur ceux qui en parlent le plus qu'en font le moins. Et c'est vrai que moi, on ne savait pas que j'étais musulmane. Ouais. J'ai travaillé donc dans des pharmacies juives. On me disait Shabbat Shalom. Je disais Shabbat Shalom. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. Et c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui expose sa religion. Mais aujourd'hui, nous vivons une ère où il est important justement de parler, d'ouvrir et de dire justement, voilà, humblement, ce livre-là va contribuer à aider mon prochain. À la fois, c'est un livre pour le musulman comme le non-musulman. Parce que le jeûne, on l'utilise beaucoup en naturopathie. Et en fait, des non-musulmans l'utilisent. Pythagore l'utilisait justement. Et il y avait plusieurs personnes qui l'utilisaient. C'était pour soigner ses maux de tête. Parce que ça avait énormément de bienfaits. Ouais, ça avait énormément de bienfaits. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi j'ai fait aussi ce livre? Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui parlaient du Ramadan comme une punition divine. Mais oh là là, on est punis, mais beaucoup de musulmans. On donne des noms, beaucoup. Balance parce que je veux savoir. Je ne donne pas de nom. Le Ramadan. Donc beaucoup de personnes pensaient que c'était une punition divine, alors qu'en réalité, le Ramadan est riche en bienfaits. Pas qu'au niveau de la nourriture, il est riche en bienfaits au niveau de la méditation aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous demandait de méditer. Pourquoi? Parce que la méditation permet justement de calmer l'ego, le moi, le cerveau limbique qui lui est constamment en répétition. C'est un peu le petit vélo qui répète les choses, un peu le west-west et tout. Et en fait, la méditation nous permet d'aller au-delà de l'ego, du moi, afin d'être dans notre vraie réalité qui est une réalité divine d'unicité avec Dieu. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que cet état-là nous permet justement d'aller dans un état qu'on appelle un état transcendantal. C'est-à-dire que seule la méditation nous permet de transcender nos propres parties obscures. C'est ce qu'on appelle jihad al-nafs, nos parties obscures en lumière. Il ne faut pas combattre, mais il faut donner de la lumière à cette obscurité, parce que l'obscurité n'est autre qu'un manque de lumière. Et en fait, il faut arrêter d'être hypocrite et de juger l'autre, parce que si je juge l'autre, avant de mourir, je vivrai le même jugement. Et c'est là aussi, dans ce livre, énormément fait appel au bon comportement dans le non-jugement, la tolérance, l'amour et la bienveillance des autres. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Le livre s'appelle L'âme du Ramadan. C'est chez quelle édition? Chez Amazon, voilà. Chez Amazon, d'accord, vous pouvez l'acheter. Donc, sur Amazon. Est-ce que ça vous a peut-être donné l'envie, l'idée de poser quelques questions à notre invité Inda Jiridi, Fatima, Nadir, Hicham? C'est quel jour le Ramadan? Ça commence quel jour? Ça c'est une vraie question, Hicham. Bien sûr, mais attends, moi ça m'a donné faim si tu veux savoir. Tu parles de Ramadan. Alors, déjà, on parle du 16 ou 17 mai. Encore qui se qui me dit vas-y, fais des réserves. Ouais. Le 16 je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est une belle approche et c'est vrai que c'est bien de spiritualiser un petit peu ces choses-là. Et
pour rebondir sur ce que disait Fatima, c'est ça. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation où on a tendance à se faire happer par l'appel à la prière, non, mais l'appel à consommer. Donc le Ramadan arrive, on se fait attraper par l'achat de la viande aussi déjà. Il faut acheter son mouton, tout un tamar. Il faut acheter ses dattes, son kilo de couscous. Et on se fait tout savoir. Bah ouais, faut dire ce qui est. C'est que là, les grandes distributions se transforment tout d'un coup en comment on appelle ça, Muslim friendly. Ouais, ils deviennent tous Muslim friendly à ce moment-là. Et finalement, je trouve que c'est très bien en fait. Fatima, observation par rapport à ce que Inda vient de dire, son livre, etc. Qu'est-ce que ça te suscite comme réaction? Oui, franchement, juste sur effectivement sur les hypermarchés qui ont le capitalisme plus puissant que l'islamophobie en fait. C'est-à-dire qu'effectivement là tout à coup il y a tout un tiers du magasin qui se transforme en salon oriental, etc. C'est vrai ça. Comment détruire comme ça un élément comme ça spirituel, mais comme pour Noël, comme pour Pâques, comme pour Thanksgiving aux États-Unis, etc. Mais donc ça il y a cette partie-là. Alors nous à Bagnolet, on est une association de parents et dans le cadre d'un cycle qu'on a sur l'alimentation de nos enfants, c'est important, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On va organiser un temps sur le deuxième semestre 2018 sur les bienfaits du jeûne. Donc pas uniquement avec une entrée islamique, donc évidemment il y a cette question de l'éthique islamique autour de l'alimentation, mais pas que, mais pour montrer que voilà, il y a quelque chose d'universel, sachant que l'islam est universel, mais je veux dire qui peut transcender les religions, et d'ailleurs ça concerne aussi les personnes qui sont pas croyantes, pour montrer que vraiment effectivement même d'un point de vue des bienfaits, bien sûr, médical, bien sûr, et scientifique, il est prouvé que le jeûne est totalement. Mais d'ailleurs, il y a des, excuse-moi de te couper, on trouve des fois par moment des, je sais pas si c'est des instituts ou des laboratoires ou des pseudo-médecins qui vantent leurs méthodes ou qui font la promotion du jeûne en dehors de toute spiritualité, en expliquant que justement pour le corps, voilà, je crois que sur Facebook on a tous vu, voilà ce qui se passe au bout de 5 jours quand t'as pas mangé, enfin quand tu fais le jeûne. Et aujourd'hui, oui, c'est devenu, pour moi, c'est devenu une nouvelle thématique où on peut vendre, faire glisser pas mal de choses dessus, quoi. En tout cas, ça s'appelle L'âme du Ramadan. C'est un livre de poche, hein. Voilà. Ça, ouais, exactement. C'est un livre de poche. Je crois que je vais pas avoir le temps. Je voulais lire une petite chronique. Vas-y. Si j'ai le temps. Ouais, ok. Ouais. Alors en fait, cette chronique-là, c'est justement le Ramadan et le vivre ensemble. Et on est en plein dedans. Oui. La philosophie du Ramadan plonge les jeûneurs dans une atmosphère de fraternité, de solidarité, de compassion. Celui qui aime ce que prône cette période sacrée doit se montrer le plus discret possible dans sa pratique pour ne pas offenser le non-musulman. Et nul jugement ne doit sortir de son palais. Un proverbe arabe disait à propos: « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Le jeûneur cherche à atteindre l'état d'harmonie et de bienveillance à l'égard de celui qui appartient à une confession ou un milieu différent. On développe donc une culture de paix, des relations amicales et un profond désir commun de sérénité et de tolérance. C'est une période d'inspiration qui apporte les clés nécessaires à l'éveil de la conscience humaine et surtout qui montre aux musulmans le bon comportement à suivre tout au long de l'année. Nous devons comprendre que chaque individu est singulier et a le droit d'exister en étant unique. Nous ne voulons pas d'un clone ni d'un être avec une pensée arrêtée, mais bien au contraire, nous l'encourageons à cultiver sa réflexion propre et variée pour trouver ensemble des solutions humanistes et bienveillantes. Quel bonheur de comprendre que cette période de jeûne nous rapproche de l'humanité multiple en nos frères. C'est aussi le moment propice et une meilleure manière de se réconcilier avec notre être intérieur afin de servir au mieux notre intérêt universel pour la dignité humaine. Martin Luther King ainsi le résumait: nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et je finirai juste pour dire qu'est-ce qui m'a aussi lancé dans cette aventure de ce livre. En fait, c'est quand j'ai lu Anas ibn Malik, qu'Allah l'agré rapporte que le prophète a dit, donc c'est 8 jours avant sa mort. Et ça, il est important justement que les musulmans l'écoutent. Pourquoi? Parce que nous, on a eu l'islam, on s'est pas battu pour avoir l'islam. Alors que au temps justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont été justement torturés. Leurs familles ont été torturées. Ils ont vu leur famille mourir devant eux pour l'islam. L'islam, justement, qui est venu pour l'humanité tout entière, pas que pour les musulmans, l'humanité tout entière. Et donc, en fait, ce passage, justement, où il rapporte que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Mes frères me manquent ». Sur le chemin, le prophète se mit à pleurer et ses compagnons lui dirent, « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Rasulallah ?» Il dit, « Mes frères me manquent ». On lui dit alors, « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il dit, « Non.
vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Il a tellement pleuré, tu lui manquais tellement. Imaginez à quel point le prophète pleurait pour nous, et nous, est-ce qu'on pleure pour lui? Est-ce qu'on pleure pour les compagnons qui se sont sacrifiés pour l'islam? Jamais. L'âme du Ramadan, c'est un livre de poche donc à vous procurer avant le Ramadan. Je précise que tu seras aussi à Montreuil ce week-end parce qu'il y a un gros événement à Montreuil. Ouais, au forum justement c'est des une musulmans. Première, je crois, oui, forum des rencontres des musulmans forum, à Montreuil. Exactement. Et tu vas y faire une conférence. Quel en sera le sujet? Alors en fait, donc c'est le forum annuel des musulmans de France au Palais des Congrès à Montreuil, et le sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'amour inconditionnel dans l'islam, car l'islam ne peut être l'islam sans amour. Voilà. Alors Fatima, Hicham, Nadir, est-ce que vous trouvez pas comme moi que Inda vit sur une autre planète? Hein? Franchement. Je la kiffe Inda, hein, mais je lui dis souvent, tu vis sur une autre planète Inda. Ou sinon juste sur une autre réalité, mais elle est toujours sur la bonne planète en fait. Alors moi, si je peux me permettre, Nadir. Je suis un peu touché dans le sens où moi j'ai aussi un parcours religieux dans le domaine du soufisme et tout ce qui concerne l'aspect mystique, donc je me reconnais dans ses propos. Et non, je pense pas qu'elle fait partie d'une autre planète. Au contraire, je pense qu'il est nécessaire de rappeler un peu une réalité qui peut paraître lointaine pour certains. Non mais je plaisante quand je dis ça, oui, parce que bien voilà, sûr, je la connais et qu'elle elle est souvent naïve, elle croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, je pense pas qu'elle est comme ça. Simplement, elle a une approche différente de la nôtre et elle est plus concentrée sur des choses qui me paraissent plus essentielles et qui devraient être plus généralisées que nous-mêmes. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a cette impression qu'elle est sur une autre planète. Mais au contraire, c'est ce qui manque dans cette société de façon générale, c'est la spiritualité. Parce que le terre-à-terre, quand on voit à quel point aujourd'hui il est défaillant et il nous amène dans un gouffre tel qu'aujourd'hui les gens s'affrontent en permanence pour tout et n'importe quoi, alors que la spiritualité, cette quête permanente de ce perfectionnement, si je peux me permettre ainsi, de soi-même, pour quelque part rayonner sur les autres, parce que on dit que l'islam est une religion universelle, mais autant on a un cheminement personnel, mais on doit cheminer tous ensemble. Et donc l'aspect spirituel, normalement, nous aide à voir ça comme ça et à être en permanence concentré de façon à être exemplaire dans notre pratique, mais exemplaire aussi vis-à-vis des autres, par rapport au respect et par rapport à ce que sont les autres en termes de différence. Donc moi je me retrouve sur beaucoup de choses là-dessus, et puis je trouve que ça fait du bien, au contraire, dans ce monde où on marche principalement tous la tête baissée et avec nos vérités absolues. Absolument. Et si, excuse-moi, si je peux rajouter quelque chose rapidement, parce que le temps, je pense, passe tellement vite. Il y a juste une chose qui est importante, c'est que Dieu a mis le Coran, qui est justement la parole divine, sur terre. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'interprétation, elle est humaine, d'accord? Elle ne sera jamais comment dire, elle sera jamais l'interprétation fidèle de la parole divine, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Et même les savants sont des êtres humains. Et en fait, selon l'interprétation, elle sera aussi selon le vécu, selon l'éducation. Et ça, ce qui est important justement, c'est, il y a aussi une chose qu'on m'a dit et que je voulais rappeler. On m'a dit oui, mais le prophète de l'islam, il était illettré. En fait, ce que je peux dire sur ça, je ne suis pas savante, mais c'est mon expérience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vierge de toute souillure humaine. Car il faut savoir une chose, c'est que nous, on va à l'école, on apprend des choses. Nous sommes des êtres conditionnés et programmés. Le prophète avait besoin justement d'être vierge de tout savoir, afin d'accueillir le savoir divin. Et ça, il n'y avait pas de parasitage. Et ça, il faut le savoir. Merci. Je peux juste ajouter un petit mot ou pas? Non, je suis désolé, il y a la pub. Tout le temps. Il y a la pub, ma chère Fatima. Tu pourras lui dire en antenne, il n'y a aucun problème en tout cas. Merci en tout cas. Merci Inda Djeredine. Le titre du livre s'appelle L'âme du Ramadan. Voilà. À vous procurer donc. Et il faut savoir que c'est l'édition Self-Scriptum, voilà, parce que c'est grâce aussi à Medjid que cette aventure existe aussi. Voilà. On le salue d'ailleurs. Ouais. Autre invité tout à l'heure, Samia Orozman, et dans un instant, vous allez être mis à contribution tous les trois, vos avis tranchés. On va bien rigoler, puis on va parler un peu de Sarkozy parce qu'on parle beaucoup de Sarkozy, donc nous aussi, il fallait qu'on en parle de notre manière. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, et je vois que même l'invité prochaine est déjà arrivée dans nos studios. On la saluera dans quelques minutes, bien entendu, sur France Maghreb 2. On va changer complètement d'univers là pour le coup. Inda Djeredine qui était avec nous pour son livre L'âme du Ramadan, et Samia Orozman, notre Samia nationale, sera avec nous dans quelques minutes. Elle aussi, elle a sorti un livre.
mais c'est tout autre chose. Ça s'appelle Femme de couleur et c'est aux éditions First. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Samia Orozman. Ils sont avec nous aujourd'hui. Fatima Ouassak, Hicham Terrak et Nadir Kaya. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais, avant qu'on passe à l'avis tranché de notre très chère Fatima Ouassak, qui va nous parler, je crois, d'un film de Nadir Dandoun. Oui. C'est ça? Dendoun. Oui. Ah, Dendoun. Je sais pas que je recommence à remixer les noms. Moi, je suis spécialiste pour ça. Pour parler un petit peu et de vous demander votre avis sur l'affaire Sarkozy. Vous le savez, il est en garde à vue depuis hier. Chose qui m'a extrêmement choqué. Je sais pas vous. Moi, je sais de quoi tu vas parler. Il a eu l'occasion de rentrer à la maison. Alors, excusez-moi, je connais plein de gens qui ont été en garde à vue. Ils n'ont jamais eu ce privilège. Qu'est-ce que c'est que cette Tu connais plein de gens, toi? Est-ce que les gens que tu connais, ils ont déjà été président de la République? Bonjour Samia. C'est un peu la Chouma quand même, un président de la République qui finit en tôle, j'ai envie de te dire. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé rentrer chez lui, tu vois. Ils se sont dit, on va atténuer la Choumatitude. Non, c'est parce qu'il était fatigué, c'est pour aller se reposer. Mais je t'ai dit, c'est un ancien président, c'est pour ça qu'il a des privilèges. Bon, ça t'a pas choqué, Samia? Ça me choque déjà qu'il soit mis en examen juste ça et qu'il se retrouve en garde à vue. Ça, c'est chouma international. Après qu'on le renvoie chez lui pour aller se reposer, ça me choque pas plus que ça. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui, c'est injuste. Si, bah écoute, moi ce qui est choquant, c'est le temps qu'on met aussi pour peut-être un peu l'enquiquiner, parce que concrètement, je sais pas s'il va réellement avoir quelque chose. Oh. Tu sais, ces petites guéguerres là-haut, à ce niveau-là, il y a des petites guéguerres, donc là, c'est histoire de se tirer un peu dans les pattes. Mais bon, après. Tiens, Fatima, ça te choque, toi, Nicolas Sarkozy, qui peut rentrer à la maison tranquillement pour se reposer dans le cadre d'une garde à vue? Bah, moi, je dois dire que j'étais tellement contente quand j'ai appris qu'il était en prison. Enfin, qu'il était en garde à vue. Non, il est pas en prison. Hein, oui, il est en garde à vue. En garde à vue. Ils oublient tous un truc. La présomption d'innocence, mon pote. Oui. Vous avez tous oublié ça, je crois. Ouais, après, il y a quand même eu une enquête qui a été menée de longue date maintenant, depuis 2011, par deux journalistes de Mediapart, qui ont des preuves. Enfin, c'est pas juste des oui-dire ou des rumeurs, où ils ont des preuves chiffrées, ils ont des éléments concordants, comme on dit. Donc voilà, et c'est su depuis 2011. Maintenant, la justice s'en empare, c'est très très bien. Mais quand je disais que j'étais tellement heureuse qu'il soit en garde à vue, c'est-à-dire un peu sanctionné quand même, c'est pas juste par rapport à ce qu'il a fait. Ce qu'il est supposé avoir fait là sur cette question de la Libye, ou s'il a s'il a réellement fait ce qu'on lui reproche, ça veut dire qu'il y a eu une guerre pour des intérêts personnels, quoi. Il y a eu des morts, etc. Bon, ça c'est une chose. Mais vous vous souvenez Sarkozy quand même, quand il était ministre de l'Intérieur, quand il était, c'est l'histoire des racailles, c'est l'histoire de nous nettoyer au Karcher, c'est toutes ces histoires-là. 2005. Donc c'est vrai que moi je suis sûre que tous les gens de bien en France se sont réjouis de le voir un petit peu, parce que c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il mérite, le voir un petit peu sanctionné, vraiment. Donc après, c'est vrai que le fait qu'il ait passé la nuit chez lui tranquille dans son petit confort douillet, c'est choquant, parce qu'effectivement c'est encore une fois du deux poids deux mesures. Privilège quand même, hein. C'est un privilège, voilà. Mais bon, voilà, savourons quand même notre petit bonheur. Bon, en tout cas, il est toujours à l'heure où nous parlons en garde à vue. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Nadir, bien entendu. Moi, je voudrais juste rappeler des choses, parce que d'un point de vue juridique, on m'a dit qu'il y avait possibilité que des personnes dans son cas de figure pouvaient rentrer chez elles et revenir. Je voudrais juste rappeler que l'enquête vise des faits de corruption active, passive, trafic d'influence, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, blanchiment de fraude fiscale et recel. Donc tu vois déjà tout ce qu'on peut lui reprocher. Moi, c'est ça qui me choque. Mais il n'est pas poursuivi pour ce qu'il a quand même créé, c'est-à-dire la guerre. Non, mais ça va venir après. S'il s'avère que tout ça est vérifiable et prouvé, je pense qu'après, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont déposé plainte contre lui pour crime de guerre par rapport à ce qui se passe. Mais ça, c'est au niveau européen. Donc ça va venir par la suite. Moi, ce qui me choque, c'est surtout l'attitude des médias quand ils traitent le sujet. Parce que j'ai regardé un peu hier soir BFM, c'est nous. Je les sens pas emballés, les journalistes. On dirait qu'il y a une certaine gêne. Donc cette gêne, est-ce que c'est mon ressenti ou c'est celle de tout le monde, ou c'est une gêne qui cache le fait que les journalistes savent ce qui se passe réellement et que derrière tout ça, ils veulent pas dire. Il y a des faits qui sont vrais, mais aujourd'hui on va le découvrir au compte-gouttes. Et puis on aspire que la justice passe, parce que franchement, comme disait Fatima, l'historique avec Sarkozy et notamment les quartiers populaires et les Français de confession musulmane, on l'a en travers des dents. De la gorge plutôt. Donc vivement que faire le proverbe comme tu as en VO. Ici, Radio France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? On refait la langue française. Voilà. C'est comme ça qu'elle vit et qu'elle survit. C'est grâce à des changements et des erreurs de notre part. Non, mais bon, moi je suis pas choqué. J'espère simplement que la justice passe et qu'on découvre réellement la face de cet homme, parce que c'était un président de la République, certes, mais c'était une personne qui se disait blanc comme neige et qui n'avait rien à se reprocher, qui reprochait par contre beaucoup de choses aux autres. Moi, je faisais la réflexion comme ça.
tranquillement ce matin en échange sur des groupes WhatsApp que l'on a. Je disais mais moi ça me choque, etc. Et je disais est-ce que vous comprenez pourquoi? Alors, quelqu'un m'a répondu, il me dit bah oui mais lui il est pas musulman, faisant référence peut-être à l'affaire Tariq Ramadan. Je ne sais pas. Ceci étant, on va passer à toute autre chose maintenant. On va passer au premier avis tranché. Il y en aura 3 au total avant d'accueillir notre excellente Samia Rosman qui reste là attentive d'ailleurs à tout ce qui se dit et qui peut réagir bien sûr en freestyle comme d'habitude. J'ai même pas attendu qu'on me donne la permission. Exactement. Comme tu l'as vu. Mais non mais je suis t'es chez ravie toi. en tout cas de te revoir. T'es chez toi ici ma chère Samia, ça va? Toujours. Et toi? Ah bah écoute, impeccable. Je suis content. Par contre dis donc, je t'ai écouté sur Europe 1. Le Christophe Ondelat il t'a mis quand même bien. Hein. Ah ouais. Mais par contre faut lui dire quand même que c'est pas Roseman. Roseman il dit ouais. Ouais, Roseman. Ouais, heureusement, tu sais, ça fait penser à la pub Findus. Heureusement qu'il n'y a pas d'us. Voilà. Bon, ceci étant, oui, j'ai fait une bourde là pour le coup. On enchaîne tout de suite. Ça peut arriver d'ailleurs en spectacle de faire une blague qui passe pas, non? Bien sûr que ça arrive. Voilà, c'est un peu ce qui va de se passer en ce qui me concerne. Bon, c'est parti pour l'avis tranché de notre très chère Fatima Wassak. C'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et avec Fatima, on va parler cinéma et d'un monsieur qui a été d'ailleurs mis à l'honneur à plusieurs reprises dans cette émission, Fatima. Oui, alors j'aimerais parler des Figues en avril de Nadir Dendoun, donc qui est sorti récemment. J'ai eu la chance de voir ce film dans une salle pleine à craquer hier soir à Paris. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, donc je vais essayer de faire le plus court possible, retenir juste quelques éléments. Le premier, c'est l'ambiance du film, où vraiment on est chez nous, avec une atmosphère très familière. Ça sent le café au lait, il y a du papier peint. Quand on regarde par la fenêtre, on est au 15e étage. C'est vraiment le HLM, la famille immigrée telle qu'on la connaît. Donc c'est vraiment très familier et en quelque sorte très universel pour nous. C'est quelque chose qu'on connaît vraiment. On est chez nous. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est une histoire d'amour des Figues en avril. De l'amour entre un fils et une mère. Alors évidemment, l'amour du fils pour la mère, puisque c'est l'objet même du film, le regard que porte le fils, le regard admiratif, plein de fierté que porte le fils sur la mère, ça c'est évident, mais c'est aussi l'amour d'une mère pour son fils, dans la manière dont elle joue le jeu, dont elle se met en scène elle-même, dont elle essaie de faire rire son fils, etc., etc. Donc c'est cet amour qui est, je pense, central dans le film. Et oui, il est possible d'avoir de l'amour dans une famille ouvrière immigrée. Et ça, je pense que déjà, c'est quelque chose de très important, politiquement presque, dans le film. L'autre chose qui est aussi importante, je pense, c'est de dire que c'est un film autour d'une histoire de complexité. C'est pas des choses simplistes comme on a l'habitude de les voir dès qu'il s'agit de familles de banlieue, immigrés prolétaires de banlieue, c'est-à-dire le bien, le mal, le vrai, le faux, le blanc, le noir, etc. Donc des choses comme ça très dichotomiques. Là, dans le film, il y a beaucoup de complexité. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'amour entre une mère et ses enfants. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, par petites touches impressionnistes, subtiles, et c'est très suggéré, enfin c'est jamais appuyé. Il y a par exemple un peu de rancœur, un peu d'amertume, enfin pas de la rancœur, pardon, de l'amertume, un peu de reproche, mais très subtil d'une mère envers ses enfants, notamment du fait que il s'agit dans le film d'une mère qui parle de son mari âgé. La mère a plus de 80 ans, le mari, la mère je crois en a 82, son mari en a 88, qui est atteint d'une maladie grave et qui vit dans une maison de retraite. Et la mère répète comme ça, mais encore une fois très subtilement, que chez nous on n'abandonne pas ses parents. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est pas appuyé, mais qui est vraiment, je pense pour nous tous, source de réflexion là-dessus. Et ça, c'est une transition vers un dernier point que j'aimerais aborder. C'est ce que j'ai retenu. Après, il y a évidemment beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, à retenir. Hein, ne serait-ce que de dire, voilà, il y a de la complexité, il y a de l'amour, etc. Pour une famille immigrée, déjà, c'est un scoop dans le cinéma, sur les écrans français. Donc déjà, c'est un acte politique fort de la part de Nadir Dendoun. Mais il pose pour moi une question qui est fondamentale, qui est la question des anciens. Et là, c'est universel, ça concerne toute la société française. Voilà, quelle est la place des anciens dans notre société? Quel rapport nous avons, nous, à nos anciens? Vous vous souvenez que il y a quelques jours, la semaine dernière, il me semble, Olivier Besancenot a interpellé comme ça le
Le ministre qui a été accusé de viol. Gérald Darmanin. Monsieur Gérald Darmanin, qui est accusé de viol, mais en tout cas, voilà, finalement, je me rends compte que c'est comme ça que je retiens le nom de ce monsieur. Et en fait, qu'il interpellait en lui disant, mais quelle dignité a une société à partir du moment où elle ne respecte pas la dignité de ses anciens. Il parlait des EHPAD et des maisons de retraite où des personnes âgées ne sont pas respectées dans leur dignité, ne peuvent pas se laver correctement, ne sont pas nourries de manière saine, etc., etc. Donc, le minimum syndical de la dignité n'était pas respecté. J'ai une petite histoire très très rapide à vous raconter. Je vais essayer de le faire en cours. C'est dans mon Rif natal. Il y a une histoire qui circulait comme ça beaucoup, enfin qui m'a été racontée comme ça par plusieurs de mes tantes et qui nous était comme ça répétée et ça nous a vraiment construite. C'est l'histoire d'un père qui voit son propre père dépérir, vieillir, etc. et qui, à un moment donné, considère que c'est un fardeau et qui décide de l'emmener comme ça dans la montagne pour le laisser. Et parce qu'il peut plus s'en occuper, etc. Et c'est vraiment, il le considère vraiment comme une charge. Il prend son fils avec lui, il l'emmène, il prend une couverture, il va installer son père là où il veut l'abandonner. Et il a oublié la couverture sur l'âne ou sur le cheval, et il demande à son fils d'aller lui chercher la couverture. Son fils va chercher la couverture et revient. Et lorsque le père de cet enfant récupère la couverture, il se rend compte qu'il n'y a que la moitié de la couverture, elle a été coupée. Il demande à son fils, mais pourquoi tu as coupé la couverture? Et son fils lui répond, je garde l'autre moitié pour toi. Et ça nous a vraiment construit, c'est-à-dire que toute ma vie, je me suis dit, attention, il faut vraiment respecter nos parents, nos anciens, parce qu'un jour nous-mêmes, nous serons parents et anciens. Il faut transmettre ça, le respect de la dignité des plus âgés que nous. Donc, il y a cette réflexion-là. Après, il y en a d'autres, évidemment, dans le film. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il y a plein de choses que l'on peut discuter en tant que immigré soi-même, mais encore une fois, c'est des questions qui sont très universelles, très larges, qu'on peut tous débattre dans la société française. Je précise qu'il sera, parce que je suis de Bagnolet, qui sera le 30 mars à Bagnolet. Alors dépêchez-vous si vous voulez aller le voir, parce que hier, comme je vous disais, la salle était pleine à craquer. Les salles se remplissent très vite. Je connais des personnes qui voulaient venir hier, par exemple, qui n'ont pas pu trouver de place. Donc je vous invite à vous rendre sur les sites pour pouvoir réserver votre place. Petite anecdote, je m'en suis rendu compte hier en regardant le générique. Rosa Moussaoui, qui est une journaliste que vous devez connaître, journaliste à l'Humanité, qui traite notamment des questions liées à la mazérité. Par exemple, elle a couvert ce qui se passe en ce moment dans le Rif marocain. Donc, elle s'intéresse beaucoup à ces enjeux autour de la mazérité. Et il se trouve que dans le générique, je me suis rendu compte qu'elle elle fait partie de l'équipe et elle a fait notamment la traduction. Elle a contribué à la traduction puisque le film est en français et en kabyle. Ouais. Donc, elle a participé. Il se trouve que Rosa Moussaoui est bagnoltaise. Voilà, donc comme quoi tout a un sens, tout a une cohérence. Formidable. Je pense qu'elle c'est ce qu'elle veut dire depuis tout à l'heure en fait. Bagnolet, c'est le centre du monde. Oui, effectivement. Comme le Rif d'ailleurs. Il n'y a que des gens super à Bagnolet. Donc voilà, c'est le 30 mars. Allez-y, des figues en avril. Merci Nadir Dendoun du plaisir que tu nous donnes grâce à ce film. Ça donne envie. Tiens, Samir Rosman, tu connais Nadir Dendoun? Ouais, je le connais. Il est très rigolo. Ah oui? Ouais, il est très rigolo. Alors il dit un peu de tout et son contraire, et il aime provoquer les gens, et moi j'aime son côté un peu provoque. T'as vu son film? Non, j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir, mais j'espère le voir effectivement. Alors les scènes pleines à craquer, c'est un petit peu ce qui t'arrive aussi, toi aussi, Samir. On n'ira pas jusque là. J'ai pas le succès de Nadir Dendoun, mais on y aspire. Non, mais les spectacles quand même. Attends. Dieu merci, ça va. Ça va. Depuis 2011, ta carrière a quand même bien décollé. J'ai beaucoup ramé, mais ça commence à payer. D'ailleurs, je savais pas que tu t'es fait virer du conservatoire. Ouais. Ils m'ont gentiment remercié en fait. Ouais, c'est ça. Comme d'une entreprise aussi où tu appelais des gens par téléphone, mais t'as tellement fait rire les collègues qu'on t'a dit bon allez c'est bon. Au revoir. Exactement. C'est les gens qui appelaient et j'ai un peu fait le con et ils ont terminé par me dire au revoir. C'était la première fois que je travaillais en fait. En tout cas, t'as sorti toi aussi un livre. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Ça s'appelle Femmes de couleur. Ouais. Aux éditions First. C'était quoi? C'était pour faire un bilan, raconter ta vie, ton parcours? En fait, j'aurais jamais eu l'idée de le faire si on n'était pas venu me chercher. Les éditions First sont venus voir le spectacle, ils ont beaucoup aimé et ils m'ont demandé de raconter mon parcours. Alors j'ai accepté tout de suite sans réfléchir, et après je m'en suis mordu les doigts parce que j'ai fait des crises d'urticaire, j'en ai plus dormi de la nuit, je me suis dit pourquoi? J'ai dit oui, pourquoi? Et c'est un vrai travail et on se pose un milliard de questions, on se demande si on est légitime, si les gens vont aimer, si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis finalement les retours sont assez bons, donc je suis contente de l'avoir fait quand même. Il marche bien? Il était en rupture de stock les 3 premiers jours chez Amazon, il y en avait plus et ils ont été relivrés là et apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant j'ai pas de
j'ai pas de rendu sur les chiffres parce que c'est encore trop tôt. Ouais. Mais j'ai reçu plein de mots de gens qui me suivent, qui me disaient voilà, je l'ai acheté, je l'ai dévoré en une après-midi. Merci, c'est beau, ça, c'est inspirant et merci pour ce que t'as fait. Donc. En tout cas, autour de cette table aujourd'hui, nous avons le Maghreb uni, de la Tunisie en passant par l'Algérie et le Maroc. C'est formidable. Hein, vive le Maghreb uni. Alors, mon cher Hicham, t'es prêt? Écoute, ouais. Eh ben c'est parti, on va enchaîner avec ton avis tranché. Ouais. Tu vois, ma chère Samia. Moi je dénote parce que là tout le monde a un super sujet depuis tout à l'heure. Moi je vais te parler de portable. Eh ben très bien. Ma chère Samia, l'avis tranché, voilà, c'est un moment de liberté que l'on offre aux chroniqueurs et qui prennent un sujet de leur choix et qui essayent de le défendre à leur manière. Donc ça s'appelle l'avis tranché. Et alors, voici un nouvel exercice, un nouvel exemple au travers d'Hicham Terak. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Hicham Terak qui va donc nous parler d'un sujet un peu plus léger, mais quoique le portable, léger, on va léger. il va tenter de nous déconnecter. Ouais, on va essayer. Chers amis ES, oui, je souligne le ES car aujourd'hui il ne faut surtout pas oublier que l'écriture inclusive est de plus en plus présente. Voilà, c'est dit. Bref, il ne s'agit pas de cela. Non, chers amis ES, j'ai une annonce à vous faire. Le monde va mal, il va très mal, la fin du monde limite même. Pourquoi ? Car de nos jours, quand tu prends les transports, les gens ne se parlent plus, c'est mort. J'ai vécu la douloureuse expérience d'être dans un wagon du RER A à l'heure de pointe, collé contre la vitre sur laquelle on pouvait y trouver les traces de plusieurs milliers de passagers tout au long de cette fameuse journée. Puis j'ai vu l'effroyable, j'ai vu l'impensable, que dis-je, l'inimaginable. Tous serrés, tous gênés, mais tous la tête penchée sur ce sacré petit appareil connecté. Oui, chers amis, ES. Personne ne se regarde, personne ne se parle. Mis à part quand on monte dans la rame, vous savez, avec cette moitié de pardon et un hochement de la tête, avouez que c'est nul. Pour en revenir à ce fameux appareil, je l'accuse d'avoir trucidé la proximité et plein d'autres choses, comme l'échange et même le sourire entre les personnes consentantes pour une petite proximité forcée dans ce wagon. Et oui, on est à cause de lui absent mais entouré de gens. Aujourd'hui, on suit superficiellement les conversations et à peine le son de notification émis, on se met en mode prioritaire pour bichonner ce foutu appareil. Du coup, on ne donne plus d'attention à ce qui est vraiment important. Le plus vital, c'est de passer du temps avec les gens et pas de brancher son tel sur le secteur car la batterie a la dalle. Pour certains, tu parles avec eux les yeux dans les yeux et en fin de compte, eux te lâchent des non mais vas-y, je t'écoute. Alors, petite pensée à ma femme qui est devant la radio, qui n'arrête pas de m'en lâcher ça en fait. Bref, vous l'avez bien compris, le drame ce n'est plus d'avoir un téléphone avec 2% de batterie. Le drame c'est d'avoir réduit nos soirées à un rassemblement de geeks fans des derniers filtres Snapchat. Le drame c'est de ne plus vivre certains moments de la vie que par l'objectif minuscule d'un écran de 7 pouces. Puis les gens là, quand vous partez en vacances, s'il vous plaît, évitez par pitié de vous prendre en photo devant des magnifiques paysages que la Terre nous offre. Parce que franchement, voir vos tronches toute l'année au bureau ou en famille, c'est déjà beaucoup, faut pas abuser. Le drame, c'est de partager sa vie avec je bug, je vous l'ai dit, je l'ai écrit tout à l'heure. Le drame, c'est de partager sa vie. En fait, compte une fausse vie qui en vrai n'est pas vraie. En fait, compte elle est arrangée, complètement mitonnée, surjouée. Montrer ce qu'on est, ce qu'on vit, avec qui, c'est franchement très très superficiel. Le drame, c'est de se dire aussi qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui ne te regarde même plus, mais qui regarde ce que tu postes. Du coup, pas besoin d'en discuter car il a déjà liké, commenté. Et si t'es un bon, il a déjà partagé ta vie sur les réseaux. Certains même se clashent sur les réseaux pour buzzer. Je sais pas si vous vous souvenez d'un certain petit ourson et d'une fouine. Oui, au fait, pour terminer. Oui, t'as capté, merci. Oui. Oui, au fait, pour terminer, un petit message aussi pour les jeunes parents, s'il vous plaît, par pitié. Nous vous envoyez les photos des pipi caca popo de vos enfants. Bah, personne n'aime ça et en fin de compte, limite, on s'en fout. Merci. Merci Hicham Terak est là pour le coup. J'ai galéré. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai galéré. Merci Samia. C'est Samia qui j'ai été validé par Samia, je vais aller poster ça tout de suite. Tu vois. Alors c'est marrant parce que le portable là, ça concerne tout le monde autour de cette table. Je suis sûr que vous êtes tous addicts du portable, n'est-ce pas, Fatima? Moi, tu te souviens, c'était ma chronique de la semaine dernière. Donc là, on est complètement complémentaires. Bah oui, complètement. Et effectivement, parce que j'ai surtout parlé la semaine dernière des dangers du numérique pour les enfants. Mais c'est vrai qu'il faut insister sur la surconsommation des écrans par les parents et enfin pas que par les parents, par les adultes et ce que ça crée, par exemple, dans les relations de couple, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller au restaurant avec des amis, qu'on se mette autour de la table et que je regarde comme ça et que je vois tout le monde sur son portable. Voilà, on n'a même pas
pas encore commandé. Donc t'as juste une envie, c'est de te barrer et de les laisser gérer leurs réseaux sociaux. Mais je veux dire, voilà, ça c'est devenu. Tiens, Samia, t'as peut-être une petite anecdote durant un spectacle où les gens sont sur leur portable au lieu de t'écouter en train de faire ton sketch? Oui, bien sûr, ça arrive souvent. Mais du coup, je fais une petite annonce maintenant au début en les prévenant que si jamais il y a un écran entre nous deux, je serai obligé de leur foutre la honte. Et généralement, c'est rédhibitoire. Ça marche bien. Téléphone, Mais il y a une technique pour la jolie demoiselle. J'ai oublié ton prénom, pardon. Fatima, il y a une technique qu'un copain m'a donnée. Quand ils se retrouvent tous ensemble entre potes pour aller manger au resto, ils disent bon bah on pose tous nos téléphones dans un panier et le premier qui y touche, c'est lui qui paye l'addition. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça les dérange pas de payer l'addition. Avec des gens blindés, tu sais. Non, mais il y a toujours un qui paye pour les autres et tout. C'est des grands seigneurs. Ah ouais. C'est à l'arabe. Faut pas aller manger avec des arabes, voilà, c'est pour ça. Faut pas aller manger avec des arabes. Nadir, le portable. T'agresser si tu veux payer. Donc non, faut manger avec des gens qui sont dans le calcul de bon, moi j'ai pris un café, toi t'as pris quoi? Nadir Kaya, le portable, ça te parle aussi? Oui, ça me parle. Comme t'es connecté aussi, toi? Souvent? Oui, comme beaucoup malheureusement. Je suis malade de ça malheureusement. Je me suis aperçu quand même d'un truc qui me rend malade. Moi, il y a 15-20 ans, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, on n'avait pas ce fichu téléphone, ces réseaux sociaux, etc. Et on partageait beaucoup plus de trucs, on profitait un peu plus de trucs. Aujourd'hui, si tu prends juste WhatsApp, t'as 50 000 comptes, tu peux passer ta journée à répondre ou à suivre les conversations des groupes WhatsApp, sans parler de Facebook, de Snapchat, de Instagram. Ce qui fait que les gamins aujourd'hui, dès leur adolescence, sont collés à leur portable ou leur tablette. Il faut faire extrêmement attention parce que vraiment, on est dans un monde hyper virtuel pour le coup. Et il y a plus de contacts, il y a plus d'échanges jusqu'à maintenant les sites de rencontres qui font des cartons sur internet parce que les gens ne sortent même plus pour aller rencontrer sa moitié. C'est ça. Et en fait, je pense que là on est en train de passer un cap aussi. Vous connaissez tous la série Black Mirror ou pas? Oui. Il y a eu un épisode en particulier où on parlait d'une application qui notait les gens. Tu dis bonjour, on te fait un petit plus. Tu dis pas bonjour, on te fait un petit moins. Et en fin de compte, ta vie sociale dans l'épisode est régie par ça. Ce qui fait qu'il y a c'est ce qu'ils sont en train de faire en Chine. En Chine, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Non mais tu rigoles, mais c'est un truc de dingue. T'imagines un petit peu, toi, tu vas en Chine et t'as pas dit bonjour, ou on parle de propreté, c'est ta richesse sociale. Donc ça te fait monter ou ça te fait descendre. Donc là, il parlait de sanctions, c'était pour si certains ne jouaient pas le jeu, on les privait de transport, on pouvait les priver de pas mal de choses. Et je trouve qu'on arrive à un niveau où ça devient très dangereux finalement. Et après, sa place dans la société, ça va être super compliqué. J'ai failli m'étouffer là. Ouais. Respire. Voilà, respire. Alors, quand c'est trop sérieux, ça m'arrache la gorge. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, oui. En tout cas, c'est vrai qu'il faut tenter de se dépolluer de ce portable. Fatima nous parlait de la télé, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a pire que la télé, c'est le portable. Hein. Franchement, clairement, le portable est devenu surtout avec les ados. Et c'est pas rare. Oui, enfin les ados et les adultes, parce que moi j'ai eu des repas de famille où je te dis, tout le monde était sur son portable en attendant le dessert, tu vois. Oui. Le problème, c'est que pour les enfants, en fait, c'est qu'ils ils construisent leur sociabilité à travers le portable. Alors que pour des trentenaires à partir de 30 ans, en fait, souvent on a une enfance relativement tranquille par rapport aux écrans. Après, il y a la télé, mais c'est vrai que là, quand tu vois des enfants au CM2 qui ont déjà leur premier portable, leurs parents leur payent sous prétexte que oui, mais comme ça il est joignable, etc. Et en fait, tu te rends compte que ces gamins, ils sont constamment sur Snapchat. Enfin, c'est des gros problèmes. Alors, juste une chose par rapport à cet épisode de Black Mirror, parce que je suis une grande fan de Black Mirror. En fait, finalement, on se rend compte que la notation dans cet épisode, c'est-à-dire qu'on est noté sur tout ce qu'on fait dans notre vie, le repas, le plat qu'on a préparé, notre manière de dire bonjour, etc. Ça, en fait, finalement, c'est un élargissement de la notation qu'on peut avoir, par exemple, à l'école, qu'on peut avoir dans le milieu professionnel, c'est-à-dire toujours la performance, le fait de. Et donc, finalement, c'est que même chez toi, tu n'es plus tranquille. Moi, je trouve que c'est ça que veut dire Black Mirror, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de néfaste, tout ce qu'il y a de nocif dans d'autres espaces sociaux où on a l'habitude d'être noté, donc encore une fois l'école, le travail, etc. En fait, finalement, envahissent notre intimité, notre quotidien. Et c'est là où effectivement ça fait peur. C'est chaud. Et quand tu regardes, toutes les émissions de télé tournent aussi autour de ça. Quand tu regardes bien, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment, ça bien? Non, je dis, moi je regarde pas la télé. Ah oui? Non, t'as pas de télé toi non plus? J'en avais pas jusqu'à il y a quelques temps. Tu payes ta redevance ou quelqu'un. On la paye quand même, ouais. On la paye quand même. Quelqu'un nous en a donné une et mon mari la regarde de temps en temps, mais moi je la regarde pas. J'ai pas le temps et j'aime pas ça. Il y a des matchs de foot. Je trouve que c'est abrutissant la télévision. Mais je disais, il y a plein d'émissions où en fait justement tu notes les gens et c'est de plus en plus ça. Commence avec Un dîner presque parfait. Maintenant il y a
3 mariages et une lune de miel. Ouais. Il y a 3 divorces et c'est niveau 0 celui-là. Ouais. Elle est sale, t'as que des émissions où tu notes en fait les gens qui reçoivent des gens chez eux, tu vois, dans leur maison d'hôtes. C'est que des émissions où tu notes les gens. Et en fait, ça nous apprend dans la vie de tous les jours à être constamment dans le jugement. Et en réalité, on prend plus les gens comme ils sont. On est toujours en train de commenter et de juger. Tout est orienté en plus de ça. En plus, c'est horrible. Il faut le savoir ça. Tout est orienté, scénarisé, préparé, etc. Dans un instant, notre ami Nadir Kaya qui va nous parler de tout à fait autre chose, comme quoi les avis tranchés sont aussi très variés et différents. Et on va parler avec Samia Rosman, que vous allez pouvoir d'ailleurs appeler au 01 40 33 9000 pour lui poser vos questions, messieurs, dames. Avant de retrouver les coups de cœur, Samia, tu peux rester avec nous jusqu'à 18h, j'espère. Bien sûr. Parce que on a un exercice dans cette émission qui s'appelle Libertad. Libertad, c'est les gens qui nous appellent, on ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. Et parfois, on s'amuse beaucoup. Donc, j'aimerais beaucoup que tu sois là pour Libertad tout à l'heure. Samia Rosman est notre invité et Nadir Kaya et son avis tranché. Dans un instant, restez bien. On est en famille aujourd'hui. C'est Fatima Wassak, Nadir Kaya, Hicham Terak, Samia Rosman. Toute l'équipe, quoi. À tout de suite. LGF, le grand forum. Dites donc, je vous ai même pas posé la question que j'ai posée aux auditeurs sur Facebook et sur Twitter aujourd'hui. La question se veut un poil provocatrice, je l'avoue. Est-ce que la malédiction de Kadhafi poursuit-elle Nicolas Sarkozy? La question, voilà, je l'ai posée comme ça. La malédiction de Kadhafi poursuit-elle Nicolas Sarkozy, Hicham, d'après toi? Je vais pas dire, je parlerai pas de malédiction, moi. J'ai la roue, comment il dit Ribéry? C'est la roue tourne qui retourne, tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça, là. Ouais. Voilà, qui tourne, la roue tourne qui tourne. Ouais. Voilà, c'est ça. En fin de compte, c'est le retour de flamme. Puisqu'on peut dire qu'il a mis le feu d'une certaine manière et arrivé un moment, ça te brûle un peu les doigts. Chère Fatima, la malédiction de Kadhafi poursuit-elle Nicolas Sarkozy? 86% de oui sur Facebook. Hein. Ouais, après c'est pas juste la Kadhafi, c'est que je pense que vraiment Nicolas Sarkozy a été quelqu'un de dangereux, mais là on le voit peut-être dangereux aussi pour lui-même parce qu'il avait peur de rien, quoi. Enfin, il a quand même, même si bon, il y a la présomption d'innocence. J'avoue, moi je m'en fous de la présomption d'innocence de Sarkozy. Il a quand même fait une intervention militaire impérialiste. Enfin, il y a eu des morts, quoi. C'est pas rien pour régler des comptes. Pour régler des comptes, pour régler des comptes personnels, quoi. Enfin, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Donc il s'est mis dans cette situation tout seul, quoi. C'est pas non, je pense pas que c'est la malédiction de Kadhafi. C'est simplement quelqu'un qui à un moment donné, j'espère, Inch'Allah, qui va payer, vraiment, qui va payer. Ah oui, non, mais vraiment, qui va payer pour tout le mal qu'il a fait, quoi. C'est pas comme d'habitude des petits trucs politiciens, du détournement d'argent, parce que bon, ça, on a l'habitude, c'est la corruption du système français. C'est pas juste ça. C'est des interventions, c'est des guerres, c'est des morts, c'est des enfants, c'est des femmes, et encore, effectivement, avec toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il va payer. Le Inch'Allah, il venait de très loin, hein. Ah ouais. Absolument. Mais je rappelle quand même à ce titre que la présomption d'innocence est valable pour tout le monde, y compris pour Nicolas Sarkozy. Ouais, mais ça nous empêche pas de dire ce qu'on pense. Oui, parce que quand on dit ça, souvent, moi je suis là pour aussi. Non, mais pas ici. Mais quand on entend ça dans certains médias, c'est souvent pour vous dire taisez-vous. C'est chaud pour vous si vous parlez, quoi. Non, mais j'ai envie que cette émission perdure, donc si vous voulez, voilà. Bon, écoutez, vous continuez de voter, de répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel. Mon cher ami Nadir, t'es prêt? Oui. Eh ben c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va parler du Frexit, mais c'est quoi? C'est du François Asselineau, ça veut dire? Bah apparemment c'est lui qui avait évoqué la chose en son temps. Moi j'avais écrit un petit truc là-dessus parce que je suis dans le domaine du transport routier, donc on a affaire à cette concurrence déloyale entre Européens. Donc à l'époque ça m'avait interpellé, j'avais réfléchi dessus et puis j'avais écrit un petit truc très simple là-dessus sur la sortie du Frexit, en lien également avec nos amis anglais qui eux souhaitaient sortir et puis sont sortis. Donc je commence. Je suis pour le Frexit. Je suis pour la sortie de la France de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en substance. Nous subissons l'Europe et ses incohérences plus que nous gagnons dans ses promesses d'une vie meilleure avec un pouvoir d'achat plus élevé. Nous supportons son non-homogénéité en permanence, son aveuglement sur certaines sommes de pays incapables économiquement de s'élever avec le même rythme et les mêmes répercussions. Preuve en est, nous sommes avec l'Allemagne les premiers
membres fondateurs, et pourtant nos paysans et nos agriculteurs meurent à petit feu. Nos industries se délocalisent. Nous avons le taux de chômage le plus élevé de la zone. Les travailleurs de l'Union européenne s'imposent une concurrence déloyale, notamment dans le BTP et le transport routier en particulier. Nous avons la même monnaie et des pouvoirs d'achat différents. Des salaires nettement divergents, ce qui entraîne des inégalités insupportables. La France est le deuxième pays donateur après l'Allemagne, avec 19,6 milliards d'euros, pour ne récupérer que 13,1 milliards d'euros, ce qui donne un manque à récupérer de 6,5 milliards et qui sont donc reversés à d'autres pays. Il y a aussi l'aspect géopolitique qui nous rappelle qu'il y a des divergences stratégiques au sein des membres de l'Union européenne lors des interventions militaires sur des fronts généralement ouverts par les USA, où très souvent la France se retrouve seule à intervenir, la Libye notamment, le Mali et d'autres, etc. Et donc cette filiation à l'impérialisme de l'oncle Sam, qu'une très grande majorité de Français rejettent de plus en plus. Il faut souligner que d'un point de vue législatif, nous sommes soumis à l'approbation du Parlement européen vis-à-vis des lois et des décrets que nous votons au Parlement français, ce qui rend difficile les débats et les projections franco-françaises. Notre souveraineté économique, politique et sociale sera tout à fait possible, car il existe déjà au sein même de l'Europe, avec des pays comme la Suisse, le Luxembourg, l'Angleterre et d'autres qui vivent complètement libres tout en ayant des accords d'échange économique, une vraie politique libérale et progressiste. Si nous revenons à notre monnaie nationale, le franc, cela provoquerait une dévaluation certaine mais non insurmontable, comme l'Islande ou l'Argentine ont pu le démontrer par le passé. En conclusion, sortir de l'Union européenne permettrait de retrouver une autonomie intellectuelle, philosophique et réelle qui aiderait à mener à bien une politique favorisant le savoir-faire français par la mise en valeur de nos produits, de nos régions, nos talents, en consommant mieux et avec une maîtrise réelle de la production jusqu'à la consommation, tout en conservant les milliers d'accords qui nous lient historiquement aux autres pays de l'Union européenne. Voilà. Merci Nadir Kaya pour cet avis tranché. Information qui vient de tomber, vous connaissez tous Aïd Tamimi, l'adolescente icône palestinienne qui est en prison en Israël. Condamné. Un accord a été trouvé visiblement à l'amiable à 8 mois de prison ferme. On attend de savoir si le tribunal militaire accepte cet accord à l'amiable qui a été trouvé, donc 8 mois de prison ferme pour une adolescente qui s'appelle Aïd Tamimi. Je précise que demain on refera un peu l'actualité du Moyen-Orient, de la Syrie en passant par l'Arabie Saoudite, le Liban, etc. avec notre invité qui sera avec nous en duplex depuis Genève, Riyad Sidawi, qui est docteur en sciences politiques et qui sera avec nous demain aux côtés d'éminents spécialistes que nous avons aussi la chance d'avoir, que sont Youssef Brakni et monsieur Sofiane Lakhdari. Alors, Samia Orozman, elle est avec nous sur France Maghreb 2 et on va dire que c'est une amie de la maison, bien sûr. Samia, ce livre est sorti, il s'appelle Femme de couleur, c'est un peu le titre du spectacle, non? C'était le titre du spectacle, ouais. Et après on l'a enlevé. Et puis ça finalement c'est la continuité. J'avais pas envie de trouver un autre titre. Tu vois, j'ai gardé. C'est un titre qui t'a porté bonheur? Ouais. Ouais. Et puis comme le livre est tiré du spectacle, qui est tiré de ma vie, et bah du coup c'était dans la continuité. En fait on y retrouve un petit peu l'humour du spectacle, mais les côtés un peu moins drôles de mon parcours. Parcours qui a été sommé d'embûches, on peut le dire. Pas mal, ouais. Ouais. Tu nous viens de Clichy-sous-Bois? Ah, Clichy-sous-Bois. Ouais. Ouais. Je suis née dans le 19e, après on est allé vivre à Clichy-sous-Bois quand mes parents se sont fait expulser de leur appartement parce que l'ancien propriétaire avait fait une fausse déclaration en disant qu'ils n'avaient pas payé le loyer. Donc à l'âge de 6 ans, je suis rentrée de l'école et je trouvais ma mère sur le pas de la porte avec les huissiers qui sortaient les meubles. Donc voilà, ensuite on est allé vivre à Clichy-sous-Bois. Mon père a acheté l'appartement pour éviter de se faire escroquer encore une fois et de se mettre à la rue, sauf qu'il s'est bien fait carotte parce que l'appartement a été dévalué avec le temps et que la mairie a racheté pour une bouchée de pain. Donc un parcours un peu compliqué, tu vois. Ouais, c'est ça. Le bac, on va dire que tu l'as eu. Ouais, voilà, je l'ai eu de justesse. Tu l'as eu de justesse, mais tu l'as eu. Je l'ai eu de justesse. J'ai passé un bac STT gestion. C'était pas à ça que je me destinais. J'aurais préféré faire littéraire, mais bon, mes notes le permettaient pas. J'ai jamais été vraiment une grosse bosseuse en fait. Moi, je suis surtout. Ça dépend de quoi, parce que tu as quand même eu cet acharnement de vouloir faire du théâtre et tu as intégré d'ailleurs le conservatoire à Paris. Ouais. Dans lequel donc tu ne pouvais pas y rester longtemps parce qu'en fait tu devais travailler le soir et le week-end
pour gagner ta vie tout simplement, parce que tu n'avais pas la chance de certains que les parents te donnaient de l'argent pour vivre. Non, il fallait que tu ailles travailler. Ça fait un peu Cosette quand même toute cette histoire. Puis quand j'écoute, je dis franchement, j'ai envie de pleurer depuis tout à l'heure. Mais limite, non, mais finalement c'était génial. En réalité, j'ai appris très vite à être autonome et à me débrouiller par moi-même. Et pour moi, j'estimais qu'à l'âge de 20-22 ans, j'avais passé l'âge de demander de l'argent de poche à mes parents, tu vois. Ouais. Donc il fallait avoir un petit boulot à côté. Je manquais de rien, tu vois. Ouais. Je manquais de rien, j'avais de quoi vivre, j'habitais chez mes parents, mais à côté, j'avais besoin d'autonomie. Et puis il y a eu ce choc, donc le conservatoire qui t'a fait comprendre, bon bah écoute Samia, t'es gentil, mais il y a quand même des gens qui sont un peu plus disponibles, et si tu veux vraiment faire du théâtre, il va falloir que tu te consacres un peu plus. Exactement, ils m'ont dit dans la vie, c'est soit tu bouffes, soit tu fais du théâtre. Et moi, à ce moment-là, j'ai choisi de bouffer. Ouais. En fait, t'avais pas franchement le choix. Et c'est installé à ce moment-là une période de doute. Un petit peu. Ouais. Ouais, un petit peu. Je me suis demandé ce que j'étais vraiment faite pour ça. Donc j'ai laissé pendant un temps de côté. Puis c'est au même moment où j'ai décidé de porter le foulard. Donc du coup, ça tombait à pic, tu vois. Est-ce que c'était pas finalement une forme râpé pour The Voice? Est-ce que c'était pas une forme de renonciation finalement à cette époque, au moment où tu mets le foulard, tu te dis bon bah écoute, foutu pour foutu, bah écoute maintenant je vais mettre le foulard. Bah en fait il y avait plus rien qui me freinait. Ça faisait un moment que j'avais acte politique, ouais c'est ça. Non, ça faisait un moment que ça cogitait dans ma tête et j'ai pris cette décision à ce moment-là parce qu'il y avait plus rien qui m'en empêchait. J'avais plus d'école et plus personne qui allait m'interdire de le faire en vérité. Donc j'ai décidé de porter le foulard à ce moment-là. Et puis je suis revenue à la scène quelques années plus tard quand j'ai croisé une fille qui portait aussi un turban et qui jouait la comédie et que ça n'avait pas empêché. Alors justement, cette période, tu la racontes dans ton livre où tu tombes donc dans cette soirée où tu te rends compte effectivement que sur scène il y a une fille qui porte le hijab et tu te dis alors là c'est bon pour moi, je peux aller les voir. Et là tu leur dis bon bah si vous avez vraiment une place, un truc à jouer, je suis là. Bah il a fallu être patiente parce qu'elles t'ont rappelé quand même, mais 2 ans après. Ouais, c'est ça. Il a fallu être patiente. Et quand elle t'appelle, c'est et donc ils m'ont contacté. Et ben j'étais folle de joie. Ils proposaient en fait de coécrire une pièce ensemble. Donc on a écrit une pièce sur le conflit israélo-palestinien qui s'appelait Nouvelle Croisade et qu'on a joué quelques temps. Et ensuite ça m'a aidé à partir dans autre chose. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie pénurie en fait. Il y avait pas de spectacle qui se faisait où on pouvait aller avec ses parents ou ses enfants sans être mal à l'aise. Des spectacles d'humour, parce que les 3/4 de ce qui se faisait, voilà, était assez vulgaire, tu vois. Maintenant la plupart des humoristes parlent de ça pour faire rire les gens. Et je me suis dit si j'ai envie de sortir avec mes parents ou avec des plus jeunes, comment je fais puisqu'il y a rien d'adapté. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans l'humour et que j'ai organisé des plateaux d'humour où je faisais venir d'autres artistes. Et la règle à respecter, c'était pas de vulgarité, pas parler de sexualité. Et du coup, ça a assez bien fonctionné. Mais il y a une personne qui revient, enfin à qui tu rends hommage dans ton livre, celui qui t'a bien aidé, il s'appelle Phil Darwin. Ouais, c'est ça. Phil, en fait, il a été comme un grand frère, comme un tonton. C'est lui qui m'a offert la première partie que j'ai faite. Et c'est grâce à lui que j'ai écrit mon spectacle. Parce qu'un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, est-ce que tu peux avoir 1 heure dans 3 mois? Parce que je veux te programmer au Luxembourg pour aller jouer ton spectacle là-bas. Je dis, Phil, ça fait 2 ans que je tourne avec 15 minutes, je suis la plus grosse arnaque du siècle. Je lui dis, c'est impossible, j'aurai jamais 1 heure. Il m'a dit, Samia, tu sais combien c'est payé? Et quand il m'a dit le chiffre, j'ai dit, c'est bon, demain je l'ai mon heure. Demain, c'est bon, je l'ai. Et c'était payé combien? Je te dirais pas. Non, parce qu'après tout le monde va vouloir devenir humoriste, après j'aurai plus de taf. En dinar ou en dirham, c'est pas grave. Je dis pas. En France, c'est très tabou de parler de son salaire. Et à un moment donné, je pense qu'il faut s'intégrer à la société française. Et aujourd'hui, j'ai décidé, de ne pas divulguer ce genre d'informations. Voilà. Okay. Samia, il y a une part un peu sombre dans ce livre, c'est ce départ en Martinique, ta mère tombe malade. Et tu dis à ta maman, je ne pars pas, je reste avec toi. Elle te dit, vas-y, il y a tes sœurs qui sont avec moi. Tu pars en Martinique et tu reviens très vite, malheureusement. Comment t'as plombé l'ambiance d'un coup, tu vois, j'étais euphorique, je faisais la fête. Ouais, c'est maman qui est tombée dans le coma et j'ai dû rentrer en urgence et quelques temps après elle est décédée, Allah yarhamha. Et en fait elle est morte d'une erreur médicale. Elle avait juste des calculs dans la vésicule biliaire, elle aurait dû ressortir comme tout le monde et puis ça s'est pas passé comme on voulait. Et donc ça a été dur. Après c'est Mektoub, tu vois, c'est ce jour-là qu'elle devait partir, mais ça a été assez difficile. Mais c'est une des épreuves de ma vie qui m'ont le plus aidé à grandir, en fait. Et tu as décidé finalement en guise de thérapie d'interpréter, de jouer ta mère aussi sur scène. Je le jouais déjà en fait. Ouais. De son vivant, elle m'a vu la jouer. D'ailleurs, elle m'a dit t'y crois si bien, tu se moques de ta mère, les gens elle rigole, et toi t'es contente, si bien comme ça. Sauf qu'elle était quand même fière et qu'elle rigolait et que à travers mon spectacle, elle continue de vivre en fait. Ouais. Est-ce que finalement cette épreuve difficile, dure, arrive à un moment où ça commence à décoller pour toi, pour ta carrière d'humoriste?
Tu t'es pas dit là, peut-être que j'ai raté un épisode, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu t'es dit, je vais mettre tout ça entre parenthèses, ou alors c'était tout le contraire, je vais renforcer et tout me concentrer justement sur ce que je sais faire. C'est ça en fait. Ouais. Je pense que la scène, elle m'a aussi... T'as compris ma question? Ouais, Tant mieux. J'ai compris. La scène, elle m'a aidé à faire le deuil. Ouais. Quelques jours après la mort de maman, puis à son âme, je suis remontée sur scène. Il y a une de mes sœurs qui a pas compris, qui m'a dit mais je comprends pas, maman est morte et toi tu vas faire rire les gens. J'ai dit oui mais c'est mon travail. J'ai dit toi t'es nounou, tu chantes des chansons aux enfants. Est-ce que tu vas arrêter de leur chanter des chansons parce que ta mère est morte? Non. Et ben voilà. Et donc ça m'a aidé à tenir le coup. Donc Christophe, il est fort, il est comme une fille, il sait faire 15 trucs à la fois. Il répond au téléphone, il manipule la table de mixage et en même temps il m'écoute. J'adore. Bah oui, c'est un bon. Évidemment, ça. Faut être polyvalent ici. Alors, Samia Rosman qui donc est avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est d'aujourd'hui, de ton actualité, je pense que ça se passe plutôt pas mal pour toi. Il y a un nouveau spectacle là ou pas? J'ai commencé l'écriture. Ah. Mais il y a encore celui-là qui a pas mal de temps devant lui parce que je pars en tournée à partir de septembre. On va parler de quoi dans ce nouveau spectacle? Ça je dis pas, on verra. Mais vraiment, non, tu peux pas nous lâcher un petit truc, petit indice. Est-ce que pour le Bataclan, tu seras sur scène le 26 avril? Oui, j'aime bien comment tu l'as intégré. En fait, le 26 avril, il y a une grosse soirée qui s'organise au Bataclan qui est là pour récolter des fonds pour construire des puits au Tchad. Et je suis invitée. Voilà. Et est-ce qu'on aura le plaisir de découvrir peut-être une toute partie nouvelle, un autographe? Faut pas trop demander. Hein. Ah, je suis désolé, mais t'as vu, c'est de nature, on demande chez moi, tu vois. Il faut pas trop demander, non, d'accord, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Laisse-moi le temps de peaufiner mon écriture, de tester avant sur ma famille et mes amis. Normal. Et après, j'irai me casser la gueule dans les vraies salles de spectacle. Mais c'est dur, hein, tu sais, quand t'as rodé un spectacle et que t'as l'habitude de le jouer et que ça fonctionne, t'as du mal à te mettre en danger, à faire autre chose. En tout cas, t'as fait une tournée quand même, hein, Samia, à travers pas mal de pays en Afrique, en France aussi, t'as pas mal voyagé. Pour le coup, ça marche plutôt bien pour toi là, en ce moment. Dieu merci, ça va. France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et Montréal, Londres et Dublin. Ça va? C'est pas mal. Bientôt c'est international quelque part. Ouais. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que à travers ta carrière, et bon, apparemment c'est le début, même si t'as un peu ramé ou t'as eu. On va dire que ça a commencé à décoller en 2011, quoi. T'as eu ton parcours. Moi, je la suivais un petit peu sur Facebook. On partage. Moi, je suis de ceux qui partagent toutes les initiatives positives qui viennent de banlieue. Donc, il y a matière là-dedans. Mais juste à savoir, est-ce que t'as quelque part l'optique de faire un film, parce qu'en général il y a beaucoup de comiques qui font ça et puis par la suite il faut des gros moyens. Il faut des gros moyens pour faire un film, ouais. C'est-à-dire en termes de réseau, en termes de parce que c'est franchement les réseaux qui même financièrement, il faut des sous. Mais toi, j'imagine bien que t'as peut-être cette ambition qui est louable. Hein. J'aimerais, si on me propose d'en faire un, pourquoi pas, mais de moi-même, c'est pas quelque chose qui m'anime forcément. Je suis juste comédienne en fait. Ouais, moi j'aime le théâtre. J'aime le théâtre. C'est pas un truc qui t'attire, le cinéma? Ça vient? Si, pourquoi pas? C'est autre chose. Quel genre de rôle t'aimerais faire au cinéma? Un truc qui a rien à voir avec ce que je suis. Moi j'aimerais jouer le rôle d'une méchante par exemple, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas. Darvador. Ouais, ça je le fais dans mon spectacle. Marvel, faut que tu viennes. Ouais. Marvel. Mon entrée elle se fait avec une grande cape et je dis je suis ta mère. Alors, Samia, il y a un petit truc aussi que beaucoup de personnes m'ont rappelé, c'est que voilà, chez tous les humoristes maintenant, la mode c'est de faire les accents. Qu'est-ce que tu as à leur répondre à ces gens-là? Écoute, les accents rebeux, les accents. Peut-être que c'est la mode, écoute, j'en sais rien. Moi, je fais pas que des accents, moi, je raconte des histoires. Et pour ça, pour le comprendre, il faut avoir vu le spectacle en entier. Après, moi, quand je suis passée au Jamel Comedy Club, effectivement, j'ai adapté et j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Cette nuance entre les accents d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Mais c'est ce qui a buzzé et c'est ce qui a fait que maintenant les gamins m'arrêtent dans la rue et qu'ils me reconnaissent et qu'ils m'aiment bien. Mais en réalité, tout le spectacle, c'est pas que ça. C'est pas juste faire des accents, ce serait dommage. Il y a une morale, il y a quelque chose qu'on transmet à travers. Hicham peut en parler, il était là parce qu'il a fait l'effort de venir, contrairement à toi qui me connais depuis des années et qui n'a toujours pas bougé. Et d'ailleurs à la fin, tu sais, quand tu fais le fameux selfie avec ton téléphone qu'il faut éteindre d'ailleurs, je lui ai juste dit mon petit ressenti, c'est que habituellement c'est vrai que ces derniers temps ce qu'on entend ou ce qu'on voit sur les réseaux, c'est toujours, tu sais, de l'humour sur les communautés, tout le temps. Et quand je lui ai dit tu m'as attrapé parce que cette fois-ci il y avait quelque chose d'autre, et elle m'a juste répondu simplement, c'est ce que j'ai réellement vécu. En fait. Et donc rien que quand tu transmets quelque chose que tu as réellement vécu, je pense que tu sais, tu amènes voilà, on parlait tout à l'heure de philosopher un petit peu la chose, voilà, exactement, et tu sens le vécu, donc forcément tu le ressens. Et puis je pense que parce que quand Christophe tu disais qu'il y avait de plus en plus et que c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. En fait je sais pas si vous vous souvenez, Michel Leb, déjà dès les années 80. Voilà. Et donc c'était la même chose, c'est-à-dire que c'était un accent subsaharien, notamment asiatique, etc. Sauf que là où c'est
que c'était très mal fait. Voilà, c'est pour ça que c'était insultant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a qui le fait. C'était limite raciste, hein, même. Non, voilà, il y a qui le fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne qui évolue dans un environnement où il y a ces sons-là, où il y a cette familiarité-là, etc. Et puis, quelle est l'intention? Est-ce que c'est l'intention de se moquer ou est-ce que c'est l'intention de rendre hommage, de créer un univers comme ça, plein de tendresse, etc. Donc, c'est là où je pense que c'est. Moi, un jour, mon papa, pardon de te couper, mon papa m'a dit, moi, je comprends pas, toi, tu te moques d'eux, les noirs, et eux, ils rigolent. Je lui dis, mais c'est ça que tu as pas compris, c'est que je me moque pas. Je lui dis, si demain, il y a un Asiatique qui vient te voir et qui te fait la nuance entre le Tunisien, l'Algérien et le Marocain. Je dirais pas, mais comment il sait? Je lui dis, c'est ça en fait, c'est que je les aime tellement que j'ai essayé de les imiter au mieux et que quand je les imite, eux-mêmes, ils applaudissent. Formidable. Tiens, en parlant de ça, tu peux nous faire une petite imitation là? Parce que je crois que j'ai un aperçu d'ailleurs quand tu fais l'ivoirien ou l'ivoirienne. Entre l'ivoirienne et le sénégalais par exemple. Bon, bien sûr. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours souriants, ils ont le visage illuminé, ils ont un côté très généreux, ça donne. Bonjour monsieur, ça va, tu vas bien? Ta maman, ça va? Ta deuxième maman, ça va? Ta troisième maman, ça va aussi? Alhamdoulilah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. Un jour, par exemple, il y en a une qui traversait la rue à Paris, et puis tout doucement, et puis un Parisien qui dit, mais avance, dépêche-toi, fait. N'avance pas, y'a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Il dit, écoute, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays. On va rentrer chez nous. Quand vous allez nous rendre le cacao que vous nous avez volé. Et puis il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, quand ils parlent, ils sont un peu comme nous les Tunisiens. Ils ont tendance à chanter un peu. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne leur conflit qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça? Magnifique. Magnifique, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des nuances, quoi. Regarde, les Tunisiens, ils chantent beaucoup. Et les Tunisiens, quand ils parlent, les ont tendance à chanter, n'est-ce pas, monsieur le patron qui est de passage? Lui, il connaît bien les Tunisiens, ça va? Il m'a dit chut, je dis pas chut. Comment ça, tu dis à une femme tunisienne chut? La femme tunisienne, elle est libre. La femme tunisienne, c'est elle qu'elle s'impose. La femme tunisienne. Bon, j'arrête. Et d'ailleurs, en parlant de Tunisie, Samia, tu as aussi à Djerba, qui est ta région d'origine, organisé un festival d'humour. Ouais. On a organisé ça, c'est une belle fierté, ça. Hein. Ouais, c'était chouette. La première fois, c'était en 2014. Ça a été un peu laborieux. Je me suis retrouvée moi-même à coller mes affiches, à accrocher les banderoles dans la rue. J'ai porté une copine sur mes épaules parce qu'on n'avait pas d'échelle, c'était la misère. Et puis l'année dernière, on a eu un petit coup de pouce. L'Institut français nous a aidés, l'Office de tourisme également. On a fait un gros festival. On a réuni à peu près 4000 personnes dans la salle. C'était un joli amphithéâtre en bord de mer. Et on a fait venir quelques médias francophones pour parler de l'événement. Et Dieu merci, on a eu de bons retours dans le Figaro, dans le Nouvel Obs, dans Le Point. Donc je suis très contente. Télérama, je sais pas s'ils ont fait un article cette fois-ci. Ils se sont occupés de toi ou pas un jour? Télérama, oui, ils ont fait un super article sur moi et c'est bon, t'es sauvé. T'es sauvé. L'article était tellement beau que j'ai cru que quelqu'un les avait payés, tu vois. Ah ouais, non, si t'as une bonne critique de Télérama, t'es sauvé, Samia. Je te le dis tout de suite, t'as une belle carrière. Tu vas percer. Tu vas percer de ouf. Dans un instant, les coups de cœur de Nadir Kaya, Fatima Wassak, Hicham Terak et Libertad avec Samia Orosman. Lâchez-vous, elle est là, profitons-en. Tu reviens un peu plus souvent, s'il te plaît, Samia, parce que tu nous manques. C'est gentil, c'est très gentil. Tu nous manques. Samia aussi. À tout de suite. LGF, le grand forum avant le Libertad en compagnie de Samia Orosman qui est avec nous. Je rappelle le livre, il faut l'acheter vraiment à lire pour découvrir Samia Orosman, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ça s'appelle Femmes de couleur aux éditions First. Et c'est disponible chez tous les bons libraires, sur internet évidemment. Donc... Et si c'est pas disponible, tu commandes, parce qu'après ils vont aller chez le libraire, ils vont dire ouais, ils ont dit que c'était chez les bons et toi t'es pas bon parce que tu l'as pas. Attends, tu vas nous faire des problèmes, Christophe. Pas de problème. Voilà, comme ça tout le monde il est au courant. Allez, c'est parti pour les coups de cœur de nos chroniqueurs. Tu veux dire un mot, Christophe? Ah oui, bonjour monsieur Mami. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, de temps en temps, je passe à l'improviste regarder nos invités, les invités de Christophe. Alors, si vous aimez pas les femmes, si vous aimez pas, les humoristes en général, je vous donne un seul conseil. Vous allez regarder un spectacle de Samia Orosman et tout d'un coup, vous allez tomber amoureux de toutes les femmes, bien sûr, Samia la première. Et de tous les humoristes, et quand vous terminerez vos vidéos avec les humoristes, elle dit non, Samia c'est quand même autre chose. C'est le seul conseil que je peux vous faire. Et moi je suis pas d'humour. Hein. Merci beaucoup Tarek. Il a un truc à te demander à mon avis. Non mais voilà, c'est vrai. Il a totalement raison. Et on aime beaucoup Samia Orosman. Christophe, tu viens quand? Le 26 avril au Bataclan.
Oui, non, mais à part ça, le 26 avril, c'est pas que moi. Moi, je veux que tu viennes voir mon spectacle en entier, vendredi, samedi ou dimanche. Tu veux que je te fasse une confidence? Vas-y. Mon fils et ma femme me crient dessus à chaque fois pour venir aller voir ton spectacle parce qu'ils ont vraiment kiffé. Je sais pas, c'est le temps, t'as vu. Arrête de faire l'homme d'affaires, c'est bon, tu peux trouver un vendredi, tu peux trouver une heure un vendredi, un samedi ou un dimanche, je t'invite avec plaisir. Je peux te consacrer même des journées entières, ma chère Samia. Alors viens. Je l'ai invité dernièrement, tu vois, il m'a saoulé, vas-y, moi je bouge pas sans ma femme et mon gosse. Et après il dit, au fait, je suis désolé, je peux pas être là. Tu vois, histoire de se donner du level. Tu vois ce que coup de cœur, tout de suite, messieurs, dames, des coups de cœur de Fatima, de Nadir et de Hicham. France Maghreb 2, le coup de cœur. Fatima, ma chère Fatima, la galanterie m'oblige à te donner la parole en premier. D'accord, alors mon coup de cœur, je vais faire court, c'est ce qu'organise TMTT, The Muslim Think Tank, qui est une organisation comme ça qui travaille sur des questions inédites en lien avec l'islam et les musulmans, et qui organise samedi, dans le cadre de la nuit des débats de la ville de Paris, dans le 11e, qui organise deux conférences. La première concerne le Paris musulman. Alors Paris, la ville de Paris, P-A-R-I-S, le Paris musulman, pour dire que on ne dirait pas, mais Paris est aussi musulmane. Vous vous souvenez de ces livres qu'avait écrit Pascal Blanchard, et oui, scoop, qu'avait écrit Pascal Blanchard et toute son équipe autour du Paris arabe, du Paris noir, pour dire que voilà, à travers une balade comme ça et une histoire, en fait, l'arabité, l'africanité, en fait, était ancrée dans les murs de la ville, dans les couleurs de la ville, dans les odeurs, les cafés, etc. de la ville. Là, TMTT a décidé de proposer un peu la même balade, mais à travers justement des murs, des odeurs, des couleurs, etc. empreintes d'islamité. Voilà, donc évidemment il y a ce qui est le plus connu, la mosquée de Paris. Donc parler de son histoire, peu de gens, peu de Parisiens savent que c'est une mosquée qui a été créée dans les années 20, en 26 je crois. 25. 26 en tout cas, inauguré en 26, pour récompenser entre guillemets les combattants, entre guillemets, les indigènes enrôlés de force, parce qu'on dit les indigènes, on dirait ils sont venus ici de leur plein gré, etc. En réalité, pour beaucoup, ils étaient forcés, en tout cas qui ont contribué, encore une fois entre guillemets, à la libération et à la guerre aux guerres européennes du côté du colon, du côté de la France. Et donc comme récompense, on a offert ça à ces indigènes. Et puis ensuite voilà, il y a toute une histoire de la mosquée de Paris, mais il n'y a pas que la mosquée de Paris. Évidemment, le Paris musulman, ce sont des cafés, mais par exemple ici à Belleville, à Goutte d'Or, Barbès, voilà un lieu comme ça un peu historique, la place Clichy effectivement. Donc c'est tous ces lieux-là, c'est des chanteurs, c'est des restaurants par exemple avec des phénomènes relativement nouveaux aujourd'hui autour du halal. Quels sont les restaurants halal qui se développent? Voilà, il y a les carrés musulmans, la problématique des carrés musulmans, c'est-à-dire on meurt par exemple en France, on est musulman, on souhaite ne pas être rapatrié au pays d'origine parce qu'on veut que les enfants, les petits-enfants, etc. puissent se recueillir. Voilà, où est-ce qu'on est enterré en France? Voilà, normalement, il y a des obligations légales de carrés musulmans dans les cimetières. Bon, évidemment, ils sont pas respectés parce que nous sommes en France et que les musulmans ne sont pas considérés en France. Alors, c'est où et quand, Fatima? Alors ça, c'était le premier, mais je finis juste sur le deuxième. J'ai dit que j'allais faire court, mais finalement, voilà, oui. Ça va être tellement passionnant que, pardon, je parle un mot sur la deuxième conférence qui concerne l'écologie. Oui. Ça s'appelle Une autre écologie. Et donc, c'est l'écologie, mais d'un point de vue spirituel. Donc, c'est pas l'écologie Rapallo des Verts, voilà. Donc, c'est parce que tout ça c'est pas de la vraie écologie, c'est une écologie vraiment donc c'est pas pour culpabiliser les gens en leur disant il faut que vous triez vos déchets, il faut que vous fermiez le robinet quand vous brossez les dents, c'est pas ça, c'est pas le bac à sable. Voilà, non, c'est surtout avoir une prise de hauteur sur les questions d'environnement et encore une fois avec une entrée, parce que c'est ça qui fait la spécificité de TMTT, une entrée spirituelle, islamique en particulier, et ça c'est complètement inédit. Et de toute façon, tout ce que fait TMTT, je vous invite à aller regarder sur internet leur site, voilà, tout est inédit quoi. C'est vraiment une autre manière de percevoir n'importe quelle question avec cette centralité éthique et islamique. Et alors pour le Paris musulman, je tiens à dire que y participera le président de la radio, donc monsieur Tariq Mami, qui nous fait l'honneur de venir. Il annule carrément les billets d'avion pour être des nôtres. Et donc c'est samedi, c'est à la Maison des Associations dans le 11e. Il faut s'inscrire pour pouvoir participer, mais vous regardez alors Facebook, Twitter ou le site, c'est TMTT, The Muslim Think Show, Think Tank, pardon, Think Show c'est autre chose, c'est aux États-Unis. The Muslim Think Tank. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit évidemment. C'est à 18h
Ça dure 2 heures. Très bien. Merci Fatima. Nadir et Hicham, je compte sur vous. Il y a un petit truc à dire. Pardon. Il y a eu l'année dernière les assises musulmanes de l'écologie. Donc je sais pas si tu en as entendu parler, mais apparemment ils comptent remettre ça cette année et ça rentre dans le même thème de ce que tu viens de dire. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse. Ok. Nadir ? Ouais, moi je voudrais juste rappeler le décès d'une personne que je ne connaissais pas personnellement, mais qui est une connaissance de beaucoup de personnes dont je connais, Hayat Dalfa, qui était conseillère municipale d'opposition à Saint-Ouen pendant des années, qui était une militante active issue des quartiers populaires. Donc une pensée pour elle et sa famille pour rappeler son décès et puis surtout la personne qu'elle était, et, notamment en termes d'appréciation et d'engagement. Hicham. Mon coup de cœur ? Oui. D'accord. Pardon, j'étais en train de lire mon coup de cœur justement et je viens d'apprendre qu'apparemment le dernier rhinocéros blanc vient de mourir. Donc il reste que 2 femelles, donc je suis juste voilà, un petit triste constat. Je pense que ça concerne tout le monde. Sinon oui, je voulais parler d'une troupe de théâtre belge qui vient de Molenbeek. Voilà, je me permets le jeu de mots, ils vont vous faire exploser de rire. Voilà, c'est con à dire, mais je l'ai fait. Et en fin de compte, voilà, ils sont. Écoute, tu viens de comprendre. Ouais, je sais. Voilà, c'était naze. Merci pour moi. C'est tout pour moi, tu sais, un stand-up. Hein. C'est une troupe qui est juste, comment dirais-je, Samia, puisqu'on l'a vu, je crois qu'on l'a vu le même jour. Ils sont super. En fait, en gros, c'est Shakespeare revisité des temps modernes. Et vraiment, ça nous surprend, ça nous embarque. C'est drôle, c'est frais, et c'est enfin quelque chose de neuf. Et de voir quelques Maghrébins à l'intérieur jouer des rôles de Shakespeare, voilà, c'est juste magnifique. C'est où? C'est où? Non, pas d'accent. Non. Il y a aucun accent. Il y a un petit bout d'accent belge. Il y en a un d'entre eux qui a un accent de. Exactement. Tu vois, les drari de Molenbeek, tu vois. Ah, foi, Sarbit, c'est bien. On n'a pas d'accent. Elle est forte quand même. Elle te fait tous les accents du monde. Allez, écoute, rendez-vous le 14 avril au Grand Point Virgule. Je communiquerai. Il y a plusieurs dates pour ceux qui sont intéressés. Ils peuvent aller regarder sur le site du Grand Point Virgule. Voilà, tout à fait. Ça vaut vraiment la peine. Et je pense qu'il faut les soutenir parce que ce genre d'initiative, il faut qu'elle prenne de l'ampleur et qu'elle se mette aussi en place ici. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette compagnie-là, elle a cartonné en Belgique. Ils ont reçu énormément de prix, dont la pièce de théâtre de Bruxelles qui a supplanté absolument tout le monde, tous les autres artistes. Donc vraiment des gens à suivre et je pense que ce sont de futurs grands. Ils ont fait plusieurs spectacles. Il y en a un autre qui s'appelait les Voyageurs sans bagages. Oui, ils ont pas mal de spectacles qui racontent en fait l'immigration marocaine en Belgique et c'est vraiment hyper intéressant, c'est frais, c'est drôle et ça nous emporte quoi. Et ça donne accès à la culture à un maximum de monde. Ça nous emporte un peu comme toi ma chère Samia. C'est trop mignon. On peut retrouver le Facebook bien sûr, c'est les Voyageurs sans bagages. Les Voyageurs sans bagages pardon sur Facebook, voilà. Et très bien. Toutes les infos. Eh bien merci à tous. Malheureusement pas le temps de Libertad, mais ça te fera l'occasion de revenir pour en faire un géant ma chère Samia. Non, c'est l'heure. Après, moi, je me fais engueuler, vous savez pas, moi. Fasse des coups de cœur 140 caractères. Vous savez pas les soirées que je passe après quand je rends l'antenne en retard. Hein, c'est une catastrophe pour moi. Demain, autre émission, autre ambiance. Riyad Sidawick sera notre invité. Il sera en duplex depuis Genève, en compagnie sur le plateau de Sofiane Nagdari et Youssef Brakni, qui, sans nul doute, vont le cuisiner sur toute l'actualité chaude du moment, du Moyen-Orient, bien sûr. Docteur en sciences politiques, Riyad Sidawick, donc sera avec nous demain en direct sur France Maghreb 2 dans cette émission. Bien sûr, pardon pour ceux qui n'ont pas pu intervenir, mais voilà, on a géré comme on a pu cette émission avec bon nombre d'invités aujourd'hui. Samia, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci de m'avoir reçu. En tout cas, c'était chouette. Et tu reviens quand tu veux, vraiment. T'as pas besoin de prévenir. Tu viens quand tu veux. La porte est ouverte. J'ai les clés, je les ai gardées. Voilà. T'inquiète, tranquille. Bon, tranquille, Samia. En tout cas, le livre s'appelle Femme de couleur aux éditions First et absolument à découvrir pour découvrir justement Samia Orozman. Ça cartonne. On en est ravis pour elle. Et on la retrouvera donc le 26 avril notamment au Bataclan. Et le spectacle, tu joues en ce moment? Tous les vendredis, samedis et dimanches à l'Apollo Théâtre. Et donc vendredi, samedi c'est à 20h et le dimanche c'est à 16h. Soyez les bienvenus. Ah bah en plus ça tue, sincèrement ça tue. Mon ami, tu attends quoi? Tous les jours tu dis tu vas venir et puis tu viens pas. Moi je t'attends, c'était sexe dans la salle mais tu n'es pas là. Bon, Fatima, on ira? Ça te dit? Oui, avec plaisir. Attends, appelle ta femme d'abord, tu appelles Fatima. Pourquoi tu appelles Fatima? Allez, t'as pas dit que tu vas te faire engueuler quand tu vas rentrer? One shot mon frère, je vais te le prendre là. Allez. Attends, tu rentres ce soir, tu vas manger de la soupe à l'eau mon frère, tu vas voir. Merci Nadir Kaya, Fatima Wassak, merci. Fatima, la semaine prochaine on a une grosse émission ensemble. Sur le cyberharcèlement, t'étais pas au courant, genre? Si, complètement, avec Wissala Chergui, qui a participé à la journée féminisme du 10 mars et qui est très bien. Absolument, hein, mon cher Nadir, t'as vu le mercredi, on se régale. Hein. La classe. Ah ouais, absolument. Merci à tous, bonne soirée à l'écoute de France Maghreb 2. Samia, à très vite, à très bientôt. Merci à tous les trois.
donc demain de retour évidemment pour une autre ambiance. C'est ça le grand forum, l'authenticité. Il est 18h01 de rappel de l'actualité en ce mercredi soir. Excellente soirée sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous. Les cheminots, les contrôleurs aériens, les fonctionnaires se préparent à une journée de mobilisation nationale demain. Les transports seront perturbés notamment. Ils dénoncent la réforme du rail, le pouvoir d'achat, le statut des fonctionnaires, mais également les économies dans les hôpitaux publics. La Direction générale de l'aviation civile annonce aujourd'hui que 3 vols sur 10 seront annulés à Roissy, Orly et à Beauvais. Du côté de la SNCF, il devrait y avoir 4 TGV sur 10, un TER sur 2, un Intercité sur 4, 3 trains sur 10 en Ile-de-France. Le directeur adjoint du groupe SNCF conseille aux voyageurs de prendre les devants. Les étudiants et les membres du personnel de la fac du Mirail à Toulouse veulent se joindre aussi à cette journée de mobilisation demain. Ça fait plus de 2 semaines que la fac est bloquée pour protester contre le projet de fusionner les 3 universités toulousaines. Hier, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a suspendu son président et nommé un administrateur provisoire. Les tribunaux tournent au ralenti aujourd'hui. De nombreuses audiences sont reportées, conséquence de la mobilisation des avocats. Le Conseil national des barreaux appelle à une journée justice morte pour dénoncer la loi de programmation pour la justice présentée aujourd'hui au Conseil d'État. Quel sort la justice va-t-elle réserver à Nicolas Sarkozy ? L'ancien chef de l'État est toujours placé en garde à vue. Il est entendu à Nanterre. Emmanuel Macron prononcera un discours devant les élus du Congrès américain. Ça sera le 25 avril lors de sa visite d'État à Washington. Le président de la Chambre des représentants l'a annoncé cet après-midi. Un avertissement, Israël reconnaît pour la première fois avoir détruit dans le plus grand secret un réacteur nucléaire en Syrie il y a plus de 10 ans, en 2007. L'édition 2017 du Téléthon, il a récolté 89,2 millions d'euros, un résultat en baisse pour la seconde année consécutive. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.